3 histoires de nature et de gravité très différentes, 3 combats de copropriétaires avec chacun un adversaire, son syndic. Alors là, ça continue dans la cuisine. Et là, derrière, ça part de tous les côtés, quoi. À Perpignan, Serge consacre sa retraite à sa résidence. Ah, ça continue, hein. Et le mur derrière est humide. Qu'on lui dise oui ou merde, mais qu'on lui dise quelque chose. Pourquoi je n'ai pas de réponse? Serge le retraité va tout faire pour évincer le plus gros syndic de France. C'est une journée qui devrait être une journée dramatique, tendue. Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, je suis super content de te retrouver aujourd'hui. Dans cette nouvelle vidéo, on prend la suite directe de l'épisode de la semaine dernière qui portait sur les syndics de copropriété. Donc je ne vais pas tout te réexpliquer à chaque fois, je te conseille bien évidemment quand on est dans des séries comme celle-ci d'écouter les épisodes précédents puisque chaque épisode va venir compléter le précédent et au final tu as la grande image, the big picture, tu vois ce que je veux dire? Comme diraient les Américains, yeah. Donc voilà, l'idée ici, bien évidemment, c'est de parler d'un sujet qui est très délicat, le syndic. On attaque le deuxième épisode. Alors dans le premier épisode, rapidement, je te rappelle qu'on a vu finalement des marchands de biens qui profitaient d'une situation dominante dans les syndics pour faire des affaires. Stratégie intéressante, somme toute, mais qui reste discutable. Et dans cet épisode, on va donc voir maintenant, on va suivre les tribulations de différents copropriétaires face à un syndic professionnel. Cet épisode-là est vraiment très intéressant parce qu'on va rentrer dans la technique du syndic de copropriété. Je vais un petit peu mieux t'expliquer comment ça fonctionne. Encore une fois, je te l'ai dit dans le précédent épisode, mais les syndics comme le travail de marchand de biens sont les deux parents pauvres de l'immobilier. Quand je dis ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des métiers qui sont détestés par le grand public. Si tu es marchand de biens, tu auras toujours cette image un petit peu sulfureuse du mec qui fait des affaires sur le dos des autres. Tu peux faire ce que tu veux, c'est comme ça. Et on pourrait débattre pendant des heures, mais c'est un peu l'image qu'a le métier. Et si tu es syndic, tu es un peu cette sangsue qui prend de l'argent à tous les propriétaires contre aucun service en retour. Parce que c'est l'impression que vont avoir la plupart des personnes qui ont affaire à un syndic professionnel. Et dans cet épisode, on va voir les tribulations d'une personne qui essaye de s'extraire de la dominance des méchants syndics professionnels, notamment du premier syndicat français. On va découvrir tout ça, on va découvrir vraiment cette aventure, mais avant, et comme d'habitude, je te rappelle l'usage, prends le téléphone d'un ami et abonne-le sauvagement à cette émission, parce qu'il a vraiment besoin de savoir. Et sinon, laisse ton commentaire et une note là où tu écoutes le podcast, parce que c'est ce qui m'aide le plus. Enfin, tu vas sur immobiliercompagnie.com, dans l'onglet programme, il y a un programme et c'est facile, hein, tu travailles avec moi si tu as envie. Et sinon, tu vas dans l'onglet livres, toujours sur immobiliercompagnie.com, et là, il y a les livres que j'écris. Donc, tu peux soit télécharger les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent » et c'est gratuit. Tu peux même commencer à le lire en ligne, c'est pour te dire. Sinon, tu peux aller directement sur l'onglet du livre qui t'intéresse, tu cliques, et tu le reçois directement dans ta boîte aux lettres ou dans ta boîte email parce qu'il existe aussi au format numérique. Bref, sans plus de transition, on attaque tout de suite avec cette deuxième partie dédiée au syndic de copropriété. Michel et Jacqueline, qu'est-ce que vous voulez que j'écrive sur la nouvelle banderole? Est-ce qu'on met démocratie bafouée? Moi, je trouve que démocratie bafouée, c'est très bien. Démocratie bafouée, ça vous plaît? Très bien. Dans l'antre de la résistance. À Perpignan, dans le parking de cet immeuble, une opération se prépare. Me prendre ce bout-là et on va le couper à 70. Ces copropriétaires ont décidé de manifester leur mécontentement. Le syndic ne nous écoute pas depuis 20 ans. Ça fait 20 ans qu'on demande les mêmes choses et qu'on n'obtient rien. Conclusion, nous sommes otages. Et je vais écrire otage. C'est impossible de se faire écouter, enfin. On prêche dans le désert, c'est tout. À la tête de cette fronde, Serge, 74 ans. Soyons fous, 3 points d'exclamation. Un proviseur à la retraite. C'est à la fois une crise de désespoir et de colère, et c'est à la fois une déclaration de guerre, parce qu'on en a marre
d'être pris pour des imbéciles. Allons chez Monique accrocher tout ça. Ah, regardez comme c'est beau. Voilà, on est très très heureux. Bravo! On espère qu'il va nous écouter et on espère en changer surtout. Alors ici, on a Serge qui s'énerve et qui entraîne avec lui finalement plusieurs copropriétaires dans une voie qui est celle de « je veux que mon syndic me lâche la grappe » et surtout qu'ils arrêtent de m'envoyer leurs factures. Il faut comprendre que ce que je viens de laisser, ce long passage sur lequel je ne suis pas intervenu, cristallise réellement, je dirais, l'ensemble des problèmes que peuvent ressentir de nombreux copropriétaires en France. Et il faut oser le dire en fait. Il y a énormément de personnes en France qui sont en copropriété. D'abord, la copropriété en France, c'est comme dans tous les pays. Aujourd'hui, la copropriété fait partie du paysage immobilier. Alors, c'est quoi une copropriété ? Une copropriété, c'est important de le définir. C'est une comment je dirais, je commence mal déjà. C'est un bien qui regroupe plusieurs propriétaires. Donc ça se comprend et ça se traduit par quoi concrètement ? Parce que ce n'est pas parce que tu es en immeuble que tu es en copropriété. Il faut bien le comprendre, c'est très très important. Exemple, je possède des immeubles et je ne suis pas en copropriété. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a qu'un seul propriétaire qui détient l'ensemble d'une propriété. Et à l'inverse, dès l'instant qu'il y a un partage de quelque chose, eh bien on est en copropriété. Et il faut bien comprendre que la copropriété ne se fait pas que par le toit. C'est-à-dire que là, ici, on pourrait se dire, ils sont en copropriété par le toit, c'est un immeuble, et la toiture est en copropriété, ainsi que les parties communes. Mais par exemple, ce qu'on appelle aux États-Unis les cottages, donc les cottages, c'est quoi ? C'est logements, c'est des maisons en fait, qui partagent un espace. Et ça aussi, c'est de la copropriété. Tu peux être en copropriété par le sol. Et ça veut dire qu'en fait, toute une partie du bien en fait, qui semble être public est en fait privé, est à la charge des différents propriétaires, copropriétaires du coup, et donc il y a un syndic. Et ça, il faut le comprendre. Donc par exemple, je vais te parler d'une copropriété que je connais assez bien, qui se situe dans la Drôme, et c'est une copropriété qui a une particularité, c'est que ce sont des maisons mitoyennes, et elles partagent la propriété de l'espace qui leur permet d'accéder au logement. Donc je m'explique, en gros il y a un immense rond-point avec au milieu un espace vert. Tout ça c'est de la partie privative, donc ça n'appartient pas à la mairie. Et l'ensemble des maisons qui pourraient, si jamais la route appartenait à la mairie, être des maisons classiques, se retrouvent en pleine propriété d'un énorme domaine et qu'elles doivent entretenir et dont elles doivent partager la gestion, et donc elles se retrouvent en syndic de copropriété et elles sont gérées par le plus grand syndic de France, le même que celui qui gère le bâtiment de Serge. Je laisse un peu traîner le suspense. Ceux qui sont habitués de l'immobilier connaissent déjà ce syndic, moi aussi pour avoir travaillé avec eux, mais on va avoir l'occasion d'en reparler. Bref, j'en reviens au final et à la définition. Donc la copropriété, c'est quoi ? C'est un partage de propriété. Ça n'est pas forcément l'immeuble, puisque les immeubles peuvent appartenir à des propriétaires, et puisque, comme je viens de te le dire, il existe des cottages, des types d'habitations qui partagent des copropriétés par un espace. Pareil, dans la région nîmoise, il y a un parc privé, donc c'est un parc privé. C'est, on va dire, un regroupement de personnes qui ont un peu plus de moyens que les autres, qui partagent un espace et qui est donc entièrement clôturé, sécurisé avec un gardien. Et là aussi, on est en copropriété. Donc voilà, je voulais vraiment le définir. Je ne l'avais pas fait dans le premier épisode. Je le fais dans celui-là parce qu'ici, ça va être vraiment intéressant. Et ici, donc, on a un ensemble de copropriétaires qui sont très mécontents de leur syndic et qui rentrent en guerre. Alors, la banderole, pour être tout à fait franc avec toi, on s'en fiche. Mais enfin, pour comprendre vraiment pourquoi c'est symbolique, c'est symbolique parce que dans un syndic, il y a un règlement de copropriété. Si tu es marchand de biens, tu vas devoir rédiger des règlements de copropriété. Les règlements de copropriété, ça se rédige de certaines façons. Il y a de l'argent à gagner selon comment tu rédiges un règlement de copro. Vraiment, je t'assure. Moi, ça, je l'explique dans mes formations, mais il y a de l'argent à gagner dans la façon de rédiger le règlement de copropriété. Et quand tu es marchand de biens, tu as l'avantage de pouvoir rédiger ton propre règlement de copropriété. Et si tu sais bien le rédiger, tu vas le faire à ton avantage. Et si tu sais le faire à ton avantage, déjà rien que là, tu gagnes de l'argent. Bref, on ne va pas rentrer dans le détail, mais dans les règlements de copropriété, par exemple, il peut y avoir d'imposer le droit à mettre ou à ne pas mettre certains éléments sur les façades. Or, je peux te le dire, c'est quasiment
tout le temps le cas aujourd'hui. Sur les façades, il faut respecter une certaine homogénéité. L'homogénéité, c'est quoi? Ça veut dire qu'elles doivent globalement se ressembler. Donc, il y a un cadre de ce que tu peux mettre et ne pas mettre pour que ça se ressemble. Par exemple, quand tu vas avoir tu sais, je ne sais plus comment ça s'appelle. J'ai perdu le mot. Quand tu es sur une terrasse, des fois, tu vas avoir ces stores-là que tu peux baisser et on va demander à ce que les stores aient tous la même couleur. On va demander à ce que tous les volets aient la même couleur pour respecter un code couleur, pour que ce soit homogène. Et là, en l'occurrence, mettre une banderole, tu sais très bien que le syndic va venir t'envoyer une lettre en te disant « vous n'avez pas le droit de faire ça ». Sauf que là, tu as une banderole qui dit au syndic « dégage ». Donc voilà, je t'explique un peu le symbole qu'il y a derrière. C'est symbolique, ça a un effet. C'est un effet qui est réel puisque le syndic va devoir réagir à ça. Mais du coup, ça va être compliqué pour le syndic de trouver quoi dire puisque ça lui est carrément destiné. Donc c'est malin, c'est intelligent et c'est intéressant parce que ça envoie un message très fort. Et je comprends qu'il soit content parce que là, on a quelqu'un qui ne fait pas que s'occuper de sa copropriété, il connaît aussi les petits éléments qui peuvent venir contrarier un syndic. Et ça, c'en est un qui est malin parce qu'il faut y penser et tu peux très bien dire « mais moi, monsieur, j'enlèverai la banderole quand vous serez parti ». Et là, le syndic, il est un peu mal parce que tu veux qu'il aille faire quoi? Concrètement, qu'est-ce qu'il va faire? Donc encore, ils ont été corrects, je veux quand même le dire, parce qu'ils auraient pu faire carrément de la mauvaise pub, tu vois. Ils auraient pu écrire le nom du syndic avec écrit « voleur », n'allez jamais dans ce syndic, tu vois. Ça pourrait être pire. Là, je trouve qu'en écrivant « démocratie otage », il s'adresse au syndic poliment en disant « voilà, aujourd'hui, ça ne nous convient pas, faites quelque chose ». En France, on compte 10 millions de logements en copropriété. Tous ces immeubles ont l'obligation d'avoir un syndic. Les propriétaires lui versent des charges, en échange de quoi le syndic doit entretenir l'immeuble. Les syndics sont critiqués, mal aimés même. Un Français sur 3 voudrait d'ailleurs en changer. Pour certains, leur syndic est devenu une obsession. À Perpignan, cette résidence a été construite dans les années 70. Son nom, Russino. À l'époque, acheter l'un de ces 242 appartements en faisait rêver plus d'un. C'est Alice au pays des merveilles. Rue des Coquelicots prolongés, déjà le rêve et la poésie commencent. Russino, au nom d'ailleurs, ne suggère-t-il pas d'emblée l'évasion? Serge relit avec nostalgie la brochure du promoteur. Par ces merveilleux espaces verts, oui, vous avez bien vu, les portes palières font confortable. Elles sont face bois exotique, comme d'ailleurs toute la menuiserie extérieure, et cette clé plate ouvre la serrure du paradis. Alors, je suis arrivé en 2005 et Serge n'est pas rentré au pays des merveilles, Serge est rentré au pays des problèmes. Le syndic ne fait pas ce qu'il faudrait faire, c'est-à-dire qu'il attend. Il attend que, je sais pas quoi, que les choses se dégradent encore plus. Où va-t-on aller? Alors ici, on a une indication très intéressante. Serge a l'historique du bâtiment, il est très concerné par l'ensemble des éléments qui encadrent son lieu de vie, mais attention, il n'est rentré qu'en 2005. Ça n'est pas un vieux de la vieille, ça n'est pas un de ces habitants qui a acheté dans les années 70 et qui est resté dans le même logement depuis les années 70. Donc il faut vraiment bien le comprendre et ce que je trouve très marrant, c'est de voir le type de pub qui existait avant. Donc là, on a Serge qui lit en fait à un moment donné un encart publicitaire qu'il y a dans un journal. Et ça commence avec un gros titre, c'est Alice au pays des merveilles. Donc c'est vraiment rigolo de voir un petit peu l'évolution. Aujourd'hui, c'est plus du tout comme ça qu'on vend des programmes neufs. C'est intéressant de voir que selon Serge, les dégradations de l'immeuble datent des années 70. Donc en fait, le sous-entendu qui est fait ici, c'est que depuis les années 70, rien n'a jamais été fait dans l'immeuble et c'est une accusation qui est relativement grave parce que alors si dans les années 70 on construisait pas les immeubles comme aujourd'hui, sous-entendu pas avec les mêmes matériaux, un petit peu plus solides et avec donc du coup des matériaux qui permettent d'absorber les problèmes. Alors je vais te dire directement à quoi je fais allusion. Dans les années 70, les cloisons n'étaient pas en placo. Et donc forcément, tout ce qui va être problème d'eau, d'humidité avec des cloisons qui ne sont pas en placo, ça n'entraînera pas les mêmes réactions que si on avait des cloisons en placo. En faisant encore plus simple pour qu'on soit vraiment bien clair, toi et moi, s'il y a de l'eau qui commence à dégouliner sur du placo
en moyenne quantité, même pas grosse, en moyenne quantité, ton placo, tu vas voir qu'il va se désagréger. C'est quoi le placo? C'est du plâtre entre deux planches, enfin entre deux feuilles de carton, quoi. Je grossis un peu le trait, mais c'est ça. Donc forcément, s'il y a de l'eau, le carton, je te laisse imaginer ce qui se passe, ça boit tout. Et le plâtre, après, au bout d'un moment, il se désagrège. C'est assez fin, le placo. Hein. C'est des murs, c'est des plaques d'une épaisseur de 1 à 2-3 cm pour les plus grosses. Tu as parfois du placo alvéolé qui est un peu plus épais, mais c'est rare que dans les programmes neufs il y ait ça. Souvent, en fait, on a des parois en placo, donc c'est rail, placo et c'est fini avec isolant au milieu. Donc l'eau, là, quand ça passe, ça détruit tout. Dans les années 70, c'était soit de la briquette rouge, soit ça pouvait être du Ciporex. Ça se faisait moins, mais ça existe parfois. Et dans les deux cas, l'eau, elle peut ruisseler dessus, il ne se passera rien. Donc, c'est vrai que c'est marrant. Mais tout simplement de constater que la différence d'ouvrage implique aussi la différence de dégâts. Et donc, forcément, je suis obligé de le préciser, mais la façon dont est fait l'immeuble de Serge, même s'il y a eu des désordres et aucune gestion depuis des années, on ne sera pas dans une situation catastrophique comme sur les immeubles récents qu'on peut avoir. Et ça, c'est vraiment important de le préciser parce que cette dégradation et finalement de la qualité de la construction, elle n'a pas d'impact sur le prix. Et vraiment, je te demande d'avoir un temps de réflexion là-dessus. Aujourd'hui, les gens qui achètent ne sont pas portés sur, il y en a quelques-uns, c'est très rare, mais ils ne sont pas portés sur la qualité du bâti. Les gens vont acheter des biens pour le bien sans se demander comment est fait le bien immobilier. Or, même si Serge n'est pas content, et là pour le coup, je ne suis pas en train de dire qu'il a tort, je suis juste en train de te dire que même s'il n'est pas content, même s'il a raison sur le fond, en sachant que bien sûr que c'est pas normal que son bâtiment ne soit pas entretenu, il a la chance d'être dans un immeuble des années 70 qui résiste mieux au mauvais entretien d'un syndic. Voilà, c'est tout ce que j'essaye de te mettre sous le nez. Et ça, c'est une donnée. Ce que je suis en train de te dire, c'est précieux. Ça a une valeur énorme. Pourquoi ? Parce que tu dois absolument prendre ces éléments, toi, à ta connaissance avant d'acheter. Parce que tu ne valoriseras pas de la même façon un appartement qui est tout en placo d'un appartement qui est en briquette rouge. Parce que là encore, en cas de problème et de désordre, les conséquences ne seront pas les mêmes. Bon, tu as compris l'idée. Au final, je voulais qu'on cadre bien la chose. Tu as compris sur quel type de bâtiment on était. Tu as compris aussi l'état d'esprit de Serge. Et tu vas voir, il n'y a pas que Serge qui pense la même chose de son syndic. Depuis les années 70, selon Serge, les choses auraient bien changé. L'immeuble aurait perdu de son standing. Bonjour Monique. Bonjour, bonjour. Voilà, mettez votre vêtement. Ce jour-là, Serge vient faire l'inventaire des incidents qui émaillent la vie de la résidence. Au 6e étage, Monique vient d'hériter de l'appartement voisin qui appartenait à son frère. Alors ça commence là, monsieur Pioli, quand même, là, au-dessus de l'évier. Ah oui, ça j'ai pas vu ça. Le 4 avril 2019. Elle viendrait d'où alors cette eau C'est la terrasse. La terrasse qui est au-dessus. La terrasse qui est au-dessus. Voilà l'état du WC. On voit encore les coulures là. Ah oui, c'est encore humide. Hein. Quand humide, il a replu, il a un petit peu replu aussi. Et ça tombe de tous côtés. Jamais vu ça. Après une lettre commandée, je suis sans nouvelles. On n'est pas écouté. On n'est pas écouté. Et puis il n'y a pas de répondant. On est les otages. C'est-à-dire le syndic fait ce qu'il veut quand il veut. Je ne dis pas qu'il fait rien. Il fait ce qu'il veut quand il veut, mais par contre, nous, on n'a pas notre mot à dire. Il faut faire quelque chose. Vous travaillez, vous êtes en oui, je suis un peu oppressée. Je suis un peu oppressée. Merci encore. De rien, Monique. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci. Alors ici, et alors je l'ai vraiment pas fait exprès, Monique subit un dégât des eaux qui est dû à une terrasse. Donc les bruits que tu entends à un moment donné, c'est en fait la peinture qui a été faite à mon avis il y a longtemps qui se décolle du mur. Et ça c'est typiquement en fait ce qui se passe quand les murs sont pas en placo. Parce que quand les murs sont en placo, c'est le mur en lui-même qui se décolle. Là vraiment, on a juste la peinture qui se décolle. Donc ce qui fait que, attention, je ne veux pas minimiser la problématique de Monique. Je dis simplement que, au final, Monique, en fait, elle a des problèmes qui sont moindres par rapport à ce qu'elle pourrait avoir dans un immeuble récent. Ensuite, et c'est là que je dois aussi le préciser, c'est clair que c'est pas normal ce qui se passe, c'est-à-dire que
le fait que, comme dit Serge, finalement, ils écrivent au syndic et derrière, eh bien, il ne se passe rien. Ça, c'est clairement pas normal du tout, quoi. Voilà. Donc, il y a une anomalie. On va pas le remettre en cause. Et cette anomalie, elle est liée au fait qu'ils payent des charges, mais qu'en retour de ces charges payées, il n'y ait pas le service qui va avec ce qu'on paye. Et d'ailleurs, ce que je suis en train de te dire à voix haute, c'est souvent le problème qu'on rencontre face à tout type de prestataire qui nous met dans un état d'énervement. C'est-à-dire que quand est-ce qu'on s'énerve en fait dans la vie ? Quand on paye quelque chose et qu'on n'a pas en retour à sa juste mesure ce pourquoi on a payé. Et là, on va dire les choses telles qu'elles sont. C'est très souvent le cas, soit quand on est face à des syndics, soit quand on est face à des marchands de biens. Et ne le prends pas mal ce que je suis en train de te dire, je vais t'expliquer pourquoi avec les marchands de biens, on a ce sentiment. Parce que très souvent, quand on achète un bien à un marchand de biens, très souvent, et moi ça je l'avais très vite compris, on finit par faire le calcul, on finit par tomber sur le prix d'achat qu'a réalisé le marchand de biens et sur le prix que nous on a payé derrière. Au final, on fait les comptes du marchand de biens et on trouve toujours qu'il a gagné beaucoup trop par rapport à ce qu'on a payé. Et alors là, c'est une confusion énorme et je m'adresse à toi si ça t'est déjà arrivé, tu ne peux pas raisonner comme ça. Parce que le travail du marchand de biens consiste précisément à proposer sur un marché un bien qui n'y était pas destiné. Je t'invite vraiment à acheter mon livre « Devenir riche sans argent ». Dedans, tu verras la pyramide de Popovich, qui est une réflexion issue de ma vie de marchand de biens. Où finalement j'ai fait une pyramide de la répartition du marché immobilier et et du fait que finalement les marchands de biens vont prendre sur certains marchés des biens qui sont destinés à l'investissement en général et les proposer en résidence principale sur un marché où ils n'ont jamais été présentés et où ils n'auraient jamais été présents si le marchand de biens n'avait pas fait son travail. En vrai, ce qui fait qu'on est en général mal à l'aise vis-à-vis de ce que va gagner un marchand de biens, c'est justement on est face à l'argent qu'il encaisse et ça nous met dans l'inconfort parce que on n'encaisse pas ces sommes-là. Mais là encore, je dois aussi te préciser que très souvent, et c'est l'erreur qu'on fait quand on fait les comptes des autres, on trouve toujours que l'autre encaisse beaucoup trop parce que déjà, on fait une confusion énorme entre ce qu'encaisse une entreprise et ce qu'encaisse une personne. Il faut savoir que quand quelqu'un encaisse 100 € en société, il ne lui reste pas 100 € sur le compte, premièrement. Et deuxièmement, il faut comprendre aussi que les raisonnements sont 100% du temps erronés, de facto, parce que au final, on ne connaît pas ni la structure, ni la façon de gérer, ni la façon dont la personne se rémunère. Bref, on ne sait rien de ce qui se passe dès l'instant que l'argent entre dans la structure. Ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que les sociétés sont opaques en fait. Toutes les sociétés sont opaques. Parce qu'en fait, la société, même si demain je te dis, par exemple, je fais X milliers d'euros avec mon entreprise, derrière, tu ne sais pas ce qu'il y a. C'est pas du tout pareil quand tu as une personne qui gère une entreprise qui fait 10 millions d'euros que quand tu as une personne qui gère une entreprise qui fait 1 million d'euros. C'est logique ce que je suis en train de te dire. Tu vas me dire, ah ben oui, mais Nicolas, celui qui fait 10 millions d'euros, eh bien, il a forcément plus d'argent pour lui que celui qui fait 1 million d'euros. Ben, par exemple, regarde, poussons un peu le raisonnement. Imagine que celui qui fait 10 millions d'euros, finalement, il fait 9 millions d'euros de pub. Lequel des deux gagne le plus d'argent ? Et ça, c'est marrant parce que, en fait, tu ne sais pas et tu ne peux pas savoir ce que font les gens de l'argent que tu leur donnes. Alors après, on est bien d'accord. Là où le problème réside, c'est que ce que tu sais, de manière avérée, c'est que tu n'es pas content du service que tu as eu en retour. Et c'est ce qui se passe avec les syndics. Tu payes tous les mois ton syndic pour un service et tu as la sensation, et c'est ce que Serge et Monique ressentent, que rien ne se passe, que ça continue à se dégrader, que comme Monique le dit, elle envoie un recommandé, elle n'a pas de réponse. Et ça, c'est grave par contre. Alors là, il n'y a aucune excuse. Mais le problème, c'est que si tu veux, après, ce qu'on ne sait pas, c'est dans quelles conditions, et là aussi, ce n'est pas précisé, comment s'est passée toute cette affaire. Parce que, prenons le cas maintenant, revenons sur le reportage. Là, je me suis un peu égaré avec les marchands de biens, mais on parle d'une terrasse. Il faut savoir que les terrasses, c'est un calvaire, hein. Tout le monde, très souvent, a des problèmes avec les terrasses. C'est, j'ai envie de dire, presque usuel. Bon, voilà, parenthèse fermée, revenons à nos moutons. Au demeurant, si par exemple la personne qui occupe le logement avec la terrasse n'est pas ou peu coopérante pour permettre que justement les travaux soient réalisés, à ce moment-là, tu verras que même Serge aura les mêmes problèmes que le syndic pour arriver à régler la cause de la fuite. Donc si tu veux, c'est toujours pareil. Là, aujourd'hui, à ce stade, et dans le reportage, je ne pense pas
qu'on aura réellement tout l'historique de ce qui s'est passé et du coup, il faut que tu le comprennes, ce sera difficile d'apprécier réellement ce qui s'est passé dans cette histoire. Alors je sais, parce que j'ai survolé ce reportage, qu'à un moment donné, parce que j'ai un peu avancé par-ci, par-là aussi, on va avoir la chance d'avoir le gestionnaire de syndic qui va parler. Ça, c'est une chance, on va pouvoir vraiment discuter de tout ça. Mais je veux quand même te préciser que malgré tout, sur ce genre de dossier, il faut vraiment avoir l'historique, il faut vraiment comprendre tout ce qui s'est passé du début jusqu'à la fin pour arriver à pouvoir tirer une conclusion. En tout cas, ce que je veux te dire, c'est que déjà, là, on le voit, on a déjà une copropriétaire qui est du côté de Serge. Et tu vas le voir, mais en fait, la gestion de copropriété, c'est de la politique. Et dans tous les sens du terme. Et d'ailleurs, je te réserve des petites surprises pour plus tard. Je t'expliquerai un peu plus pourquoi je te dis que c'est de la politique, parce que c'est vraiment de la politique. Et là, ce que par contre tu dois noter qui est important, c'est qu'en fait, à mon avis, on va voir d'autres personnes. Il y a une série de personnes qui se rallient à la cause de Serge. Ce qui fait que Serge est en train de devenir potentiellement un candidat sérieux pour la gestion du syndic. Comme en politique. Imagine que ce soit des présidentielles, que d'un côté on a un syndic qui est représenté par un parti usuel qu'on a l'habitude de voir sur le paysage politique, et que Serge représente un parti inconnu, un peu comme Jean-François Macron, tu vois. Et bien finalement, Serge, c'est un peu le Jean-François Macron de ce syndic, le candidat improbable qui se trouve quand même sur le territoire pour prétendre à la place, mais qui est en train de rallier à sa cause petit à petit une grosse partie des membres de la copropriété pour arriver à constituer un contre-pouvoir et peut-être prendre la place du calife à la place du calife, devenir calife à la place du calife. Bref, tu m'as compris. Donc là, on nous montre en image, donc l'inaction du syndic, 2, le fait que des personnes se rallient à la cause de Serge. J'ai insisté en faisant un parallèle avec les marchands de biens sur le fait que, attention, de toute façon, marchands de biens comme syndic, dans tous les cas, on n'est jamais satisfait parce qu'on a toujours l'impression de payer trop cher par rapport au service rendu. Donc après, si tu arrives à régler ce problème, tu règles complètement le problème et des syndics et des marchands. Et enfin, je te le rappelle, mais c'est de la politique et c'est important de le préciser pour la suite parce que tu vas avoir, à mon avis, à partir de maintenant, une série de personnes mécontentes. Et là, c'est le jeu un petit peu du journalisme parce qu'on rentre dans l'histoire et qu'on va essayer de te montrer que réellement le syndic ne fait rien. Et puis après, on va incriminer le mec et on va voir ce qu'il a à répondre. À l'entresol, certains copropriétaires ont des problèmes nettement plus ennuyeux. Venez, on va vous montrer quelque chose. Sur le parking, l'un d'eux interpelle Serge, très remonté. J'ai l'impression que vous allez voir quelque chose. Il préfère conserver l'anonymat. Quand je vis là, le voisin vit là-bas. Il vit dans l'une de ses chambres de bonne. Les moyens, je suis veuf et j'ai des enfants, donc qui sont grands, heureusement. À cet étage, tous les voisins se partagent toilettes et salle de bain. Une partie commune censée être entretenue par le syndic. Regardez, les carpars aussi. Voilà. Attention, il va me payer mon... Chaque fois, j'achète du produit, Je suis le seul à acheter. J'achète à chaque fois. Tous les mois, je les laissais avant dans la salle de bain, mais on me les prenait. Mais moi, j'ai pas les moyens, moi j'ai des enfants, madame. Je peux pas tous les mois acheter du matériel pour nettoyer les couloirs, les salles de bain. Et le syndic vous dit quoi sur ça? Le syndic, il en a rien à foutre. Sinon, mais ça a été signalé, signalé. Voilà, il est là, mon voisin. Alors, c'est nous qu'on souffre, il y a lui et moi qu'on souffre. Si on change de syndic et si c'est moi qui m'en occupe en tant que syndic bénévole, parce que je ne suis pas syndic professionnel, ça va changer d'ordre. J'espère que tu feras du bon travail. On a confiance en nous. Je le sais. Mais j'ai voté, hein. Voilà quoi. Allez, c'est la vie. Bon courage. Merci. Pour que sa résidence ne se dégrade pas davantage, Serge s'est présenté contre son syndic à la prochaine Assemblée Générale. Encore faudra-t-il convaincre ses voisins de voter pour lui. Donc on conclut avec Serge qui veut devenir syndic à la place du syndic. Ça fait un peu comme calife à la place du calife. C'est pas mal ce titre. Et en fait, finalement, donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu as le droit d'avoir un syndic bénévole. Et il n'y a pas de taille d'immeuble pour ça. Tout le monde peut être syndic bénévole en dehors du fait que, et ça je veux le préciser, c'est un métier quoi. Alors nous par exemple, on a un bâtiment où on est resté syndic bénévole,
qu'on a gardé à notre charge, qu'on a revendu. Et on est toujours à ce jour syndic bénévole. C'est un travail qu'on doit assumer, on l'assume. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Et il y a un autre bâtiment qu'on a basculé en syndic professionnel. Et du coup, je vais en profiter pour te donner un petit peu des chiffres parce que c'est impressionnant. Alors, sur ce gros bâtiment-là, je parle d'un gros bâtiment, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ce n'est pas mon rôle ici, je vais vraiment me concentrer sur le syndic. On était en syndic bénévole, quand on le gérait, à 54 € par an. Non, alors sur les lots que je possédais, pardon. C'est pas exactement ça. Je me rappelle très bien du montant que je payais pour mes lots. Mais je payais pour les lots que je possède dans ce bâtiment-là 54 € par an pour la quote-part des lots que je possède. Donc c'est un gros bâtiment. Encore une fois, voilà, j'ai gardé qu'une fraction. C'est pas le propos. Et quand on a basculé en syndic professionnel, je suis passé de 54 € à 620 € par an. Voilà. Donc, alors peut-être que j'augmente un peu les proportions parce que il y a une particularité, laquelle je ne la connais pas, mais il y a une particularité parce que bizarrement, j'ai un autre chiffre aussi en tête. Ça me paraît bizarre. Ouais, je ne sais pas. J'ai 232 € par lot. Il faudrait que peut-être que j'ai 3 lots, je ne me rappelle plus. Bon, ce n'est pas très important. Ce que j'essaye de te montrer, c'est le delta. C'est le delta de l'argent dépensé, de l'argent qui passe de 54 à 620 pour ce que moi j'ai gardé de l'immeuble. Et ce que je veux te dire, c'est que là où je veux t'emmener, et la question que j'ai à poser, est-ce que ce montant est justifié ? Je vais te répondre et ça va t'arracher, mais ça m'arrache aussi de le dire. Oui, parce qu'en fait le problème, et c'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est que quand tu es syndic bénévole, tu n'as rien à payer en fait. Tu vas avoir les charges du compte bancaire de la copro qui sont obligatoires aujourd'hui. La copro doit avoir son propre compte bancaire, ce qui n'était pas le cas avant. Donc il faut aussi être honnête, c'est que cette copro dont je viens de parler, pas celle que je gère, hein. La grosse qu'on avait avant, d'ailleurs on s'en est séparé parce que c'était beaucoup plus de travail, plus c'est gros, plus c'est de travail, et celle qu'on a gardée c'est une toute petite copro, c'est pour ça aussi qu'on l'a gardée, tu vois. Donc il faut aussi être honnête quand même, je veux quand même le préciser, j'estime que c'est normal de dire la vérité. Donc aujourd'hui il faut que je précise, et c'est important de le faire, qu'il y a une ordonnance du 30 octobre 2019 qui indique qu'il n'est absolument plus possible de voter une dispense d'ouverture de compte bancaire séparé, et même pour les copropriétés de moins de 15 lots. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que moi déjà à mon époque, c'était possible qu'une copropriété n'ait pas de compte bancaire à son nom. Avant c'était possible, ça limitait encore les frais. Mais depuis la loi Allure et depuis l'ordonnance du 30 octobre 2019, ça n'est plus du tout possible. Il n'y a plus de conditions dans lesquelles une copropriété ne peut ne pas avoir de compte bancaire. En fait, aujourd'hui, tu es obligé d'avoir un compte bancaire séparé. Ça veut dire des frais. Ça veut dire que tu ne peux pas limiter la casse au niveau de ta façon de gérer ton syndic de copropriété. Donc, tout ça pour dire que tout le monde peut être syndic bénévole et qu'aujourd'hui, si Serge se sent capable de faire mieux que le syndic en place, c'est aussi et de façon avérée parce que quand tu vois des appartements pleins de cafards, quand tu vois qu'il y a des personnes qui vivent dans des entresols, dans des chambres de bonne, qui se partagent une salle de bain pleine de cafards et que ce sont eux qui se payent des produits ménagers, des outils d'entretien de parties communes qui se font voler et que c'est eux qui font le ménage alors que tout ça est à la charge du syndic, eh bien là tu peux comprendre que face à cette situation, n'importe qui se sentirait capable de faire mieux. Parce qu'en réalité, je veux dire, rien n'est fait. Alors les cafards, on va en parler. Je suis obligé d'en parler. Moi, j'ai eu plusieurs fois des problèmes de cafards dans plein de configurations différentes. Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est un problème qui se traite, mais qui se traite à la base. Je m'explique. Si les cafards viennent d'un endroit et que tu n'arrives pas à enrayer la source du problème des cafards, on est toujours en train de parler de ça, eh bien, tu peux traiter tout l'immeuble, faire tout ce que tu veux. Ça continuera inlassablement parce que s'ils proviennent de l'immeuble voisin, d'un trou qui donne directement dans les égouts, ou j'en sais rien, là tu peux pas le voir bien évidemment, mais à l'image en fait sur ce reportage, eh bien la salle de bain commune, elle est dans un état catastrophique. Déjà, moi je serais syndic aujourd'hui, même si ça augmenterait les charges de copropriété, j'entreprendrais la rénovation de la salle de bain commune, ne serait-ce que pour justement enrayer le phénomène des cafards. Parce que si, alors après, il faudrait bien évidemment, encore une fois, je ne connais pas le dossier, il faudrait valider que ça vienne de là. Mais tu ne peux pas laisser des personnes vivre dans ces conditions-là. Alors,
Au départ, quand j'ai vu cette partie du reportage, pendant que je faisais l'analyse, je l'ai regardé plusieurs fois parce que je me suis dit, ça sent les locataires. Mais après, quand tu entends l'un des deux qui vivent dans les entresols, tu te dis, il y en a un qui dit j'ai voté, donc c'est plutôt un propriétaire. Après, celui qui est resté à visage masqué, ça reste flou à mon sens. Petit élément, qu'est-ce que l'entresol? Ça se faisait avant, c'est en fait des logements qui sont entre en dessous du niveau 0 et au-dessus du niveau 0. En gros, quand tu es debout dans le logement, la fenêtre donne au ras du sol. Et on appelle ça un entresol. Mais tu as aussi des entresols qui peuvent être des logements entre les étages. Et ça, c'est encore un autre type d'entresol. Bon, voilà, je te précise ça aussi, c'est un peu de la technique de bâtiment, mais c'est toujours intéressant et ça te permet de mieux comprendre les configurations diverses qu'il peut y avoir dans les différents immeubles. Dernier élément, comme tu l'as compris, Serge est en campagne et c'est ce que je te disais tout à l'heure. Son objectif, c'est donc bien évidemment de rallier le plus de personnes possible à sa cause et les plus simples à rallier, ce sont les copropriétaires mécontents. Donc là, c'est facile d'arriver et de dire je vais faire mieux si je suis syndic bénévole de l'immeuble. Maintenant, tu sais, dans ce genre de situation, c'est toujours pareil. Il y a beaucoup de personnes qui disent des choses, mais dans les faits, il faut qu'ils arrivent à les faire. Ce que j'essaye de te dire maladroitement, c'est que Serge, pour l'instant, il a un avis de la chose extérieur. Ce qui serait intéressant, ça serait de le contacter au bout de 3-4 ans de direction de syndic bénévole et de voir avec lui si, oui ou non, il a premièrement fait mieux sur le bâtiment et deuxièmement, si oui ou non, il a réussi à bien gérer comme il le voulait ses parties communes de l'immeuble. Élément aussi important que je vais préciser à partir de là, les parties communes de l'immeuble sont toutes les parties qui sont non privatives. Donc ça veut dire qu'en fait, les parties communes de l'immeuble sont toutes les parties qui ont été attribuées à la copropriété lors de sa constitution. Alors je m'explique parce que là aussi, il y a des subtilités que je veux que tu rentres dans ta tête. Premièrement, une partie commune, ça peut être un appartement de fonction qui sera livré avec la copropriété pour un gardien, par exemple. Et dans ces cas-là, c'est une partie commune qui appartient au syndic des copropriétaires et qu'ils mettent à disposition en avantage en nature à un salarié du bâtiment. Autre élément intéressant, c'est que les parties communes peuvent être cédées. Par exemple, imaginons que dans un immeuble, tu achètes tout le dernier étage de l'immeuble, eh bien, tu peux demander à racheter la cage d'escalier si tu es le seul à y avoir accès et à être le propriétaire. Tu peux demander à racheter une partie où, alors s'il n'y a pas de raison de passer par là, mais tu comprends ce que je veux dire. S'il y a un accès à la toiture par la cage d'escalier, tu auras du mal à la racheter. Mais si tu peux arriver à la racheter, tu peux faire la demande et ça peut être accordé. En gros, ce que j'essaie de te dire, c'est que les parties communes, ça n'est pas ce que tu crois. C'est en fait ce qui est défini à la constitution de la copropriété. Et le syndic a à sa charge de les entretenir pour permettre aux différents propriétaires d'en jouir en bon usage de fonctionnalité et d'entretien. Voilà, il faut que ce soit bien entretenu et que ça reste fonctionnel. Tu m'as compris. Bon, bref, là, il y a des cafards. C'est le meumeux, c'est la même messe, c'est la même R2. Et il va falloir faire quelque chose. Parce que vraiment, en l'état, et je comprends Serge, tu te dis, je peux faire mieux. Je peux forcément faire mieux parce que rien n'a été fait. Et c'est vrai. C'est vrai que là, quand on voit ça, on est obligé de se dire, il y a quand même quelque chose de bizarre. Alors, où est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle est là? Welcome to Los Angeles. Les gens ne mettent pas leur nom sur les... Ce matin, l'ancien proviseur part en campagne. Excusez-moi de vous déranger comme ça. Dites-moi, est-ce que vous avez demandé à votre... Excusez-moi, j'ai le Covid. Ah, une mission qui n'est pas sans risque. Positive? Ouais. Parce que c'est le dernier jour aujourd'hui à 5 heures. Oui, donc je il a sais, fait... je lui avais fait la police. Merci, soignez-vous bien. Au revoir. Serge s'est présenté contre son syndic, le plus grand gestionnaire de France. On ne peut pas voir les médecins, ils ne sont pas là entre midi et 2. Le propriétaire, là, il n'y en a pas, là, il n'y en a pas. Mais je ne sais pas, c'est M. Duprunier, là, il ne me plaît pas beaucoup. Mais je ne sais pas ce qu'il pense, on peut lui demander ce qu'il pense. Dans 6 heures, les votes seront clos. Serge doit être convaincant, car le syndic est systématiquement réélu depuis 20 ans. Il a du pain sur la planche avec 148 propriétaires dans l'immeuble. Bonjour. Vous avez envoyé quand même votre vote ou vous ne votez pas du tout? Vous ne votez pas? D'accord. Vous n'aimez pas ces ambiances de guerre? Non, parce qu'au final, il n'y aura pas de solution. Là, c'est un vote en moins. Voilà, un vote en moins. C'est comme ça. Continue. Allez. Vous êtes locataire ou propriétaire?
Visiteur. Alors vous êtes inintéressant, désolé. Bonne journée. Rien n'est gagné pour Serge. D'autant plus que cette année, les propriétaires doivent voter par correspondance. Une tâche un peu rébarbative qui pourrait en dissuader plus d'un. Désignation du syndic, proposition foncière aussi. Contre. Adoption de la forme coopérative du syndicat. Pour. Candidature de Monsieur Pioli. Pour. Bon, je le regarde plusieurs fois parce que je finis par devenir tatillon et je voudrais pas que mon vote ne soit pas pris en compte. Donc, je le mets dans une enveloppe. Les copropriétaires ont le choix entre un syndic professionnel qui coûte très cher mais qui ne fait rien ou un syndic coopératif qui ne coûte pas cher du tout et qui fera le maximum de ses capacités en fonction de ce qu'il va y avoir comme collaboration, etc. On croise les doigts pour le vote et on espère que tout va bien se passer. Le retraité saura dans quelques jours s'il a réussi à faire plier le premier syndic de France. Je suis obligé de te le dire, mais durant tout le passage, j'avais la banane en fait. J'étais mort de rire. Parce qu'à un moment donné, le nom est lâché. Foncia. Et ouais, Foncia, c'est un rouleau compresseur. Hein. C'est vraiment le plus gros syndic de France. Il possède le plus d'immeubles en gestion. Et c'est vrai que partout où tu rentres et qu'il y a Foncia, tu sais que tu mets ton doigt dans un engrenage compliqué. Foncia, c'est une machine à fric. Il faut savoir que c'est une structure qui a été montée par monsieur Lorenzetti. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je suis un vieux de la vieille de l'immobilier, donc je connais ces personnes-là. Il y a 95% de chances que tu ne le connaisses pas, surtout si tu es jeune, si tu as mon âge et que tu n'étais pas dans le métier, ces 15-20 dernières années, tu ne connais pas non plus, il faut vraiment être… voilà. Mais c'est un mec qui a monté un business impressionnant et qui a été racheté. Et après, il y a eu des rachats, ça a appartenu à des banques, Foncia. Bref, c'est pas le propos, mais en gros, c'est un groupe qui pèse, qui a été monté par un homme et qui a été géré par différentes personnes aussi en interne qui étaient quand même très compétents dans leur domaine d'activité. Pour mémoire, là je te parle vraiment d'un autre temps, moi j'ai travaillé avec, pour et dans Foncia. Alors attention, il faut mettre des grandes parenthèses. J'ai travaillé avec Foncia. Pourquoi ? Parce que j'achetais des apparts et même encore aujourd'hui, dans certaines de mes propriétés, j'ai comme syndic Foncia. Donc ça, j'ai travaillé avec Foncia pour ça. Pour Foncia, parce que dans mes relations, j'avais à un moment donné une personne qui avait un lien d'affiliation direct avec un directeur de chez Foncia, c'était son père. Et donc, j'ai travaillé pour Foncia. Et dans Foncia, j'ai travaillé dans Foncia, pareil, toujours avec cette même personne. J'ai eu la chance d'avoir, on va dire, accès à des éléments internes de chez Foncia qui m'ont élargi le champ des possibles. Voilà. J'en dirai pas plus parce qu'après, je n'aime pas critiquer. Foncia, c'est une machine très particulière. Par exemple, parmi tant d'autres choses, tu vois, on va prendre mon cas, hein, pas pour le ramener à moi, mais je suis diplômé des métiers de l'immobilier. J'ai 20 ans d'expérience dans l'immobilier. À un moment donné, je ne vais pas m'en cacher, je vais te le dire, j'aurais aimé, j'ai été gestionnaire de syndic et j'aurais aimé continuer ce métier. Donc, j'ai postulé pour être gestionnaire de syndic, notamment chez Foncia. Et en fait, quand tu rentres chez Foncia, on t'envoie dans un château où on te reforme à la méthode Foncia. Et ça, pour moi, ça dénote réellement de la raison pour laquelle tout le monde les déteste en fait. C'est parce que ces gens-là pratiquent le métier à leur façon. Le danger quand on obtient une situation monopolistique, comme Foncia l'a obtenu à un moment donné, c'est qu'on croit qu'on est tout puissant et on croit qu'on a la réponse. Sauf que Foncia n'a pas la réponse et ces méthodes ne sont pas la réponse attendue de leurs clients. Aujourd'hui, il y a beaucoup trop de clients Foncia mécontents. Beaucoup trop. Et alors après, voilà, attention, tout le monde n'est pas mécontent de Foncia, sinon Foncia ne serait pas ce que c'est aujourd'hui. Mais pour moi, il y a un problème interne à cette société qui implique la situation qu'on est en train de vivre là. Et je trouve tout à fait normal que Serge se bagarre comme il le fait. Alors, maintenant, on va revenir sur le passage qu'on vient de voir. Et je ne sais pas si ça t'a fait sourire comme moi, mais c'est vraiment politique en fait. Il tape aux portes, il va chercher des votes. Il demande si les gens ont bien voté et tu as même un peu vraiment à l'image du paysage politique actuel, des personnes qui disent non, je ne vote pas, de toute façon, il n'y aura aucune solution qui sera apportée. Les gens n'y croient plus. Et c'est vraiment intéressant parce que
je pense qu'on est tous pareils. On se fait avoir une fois, 2 fois, 3 fois, puis au bout d'un moment, on en a marre et puis on lâche là-dessus parce que ça nous touche tellement personnellement que ça en devient source de conflit et d'énervement et on veut s'empêcher de s'énerver pour rien, pour des choses qui nous conduisent à rien. Et c'est marrant parce que je trouve vraiment qu'on est dans un système identique à celui de la politique. Et là, Serge fait de la politique en posant des questions, en allant chercher ses votes et en faisant tout pour amener finalement les personnes à l'élire comme syndic. Alors là, ils appellent ça coopératif. Ce n'est pas vraiment le terme, c'est vraiment syndic bénévole. Il y a 2 types de syndic. Il y a le syndic professionnel, donc qui est une personne qui est payée pour gérer un immeuble, et le syndic bénévole qui est une personne, là encore, qui est désignée à titre gracieux pour gérer un immeuble. Donc, il ne se fait pas rémunérer pour sa gestion, mais qui, comme le syndic professionnel, assure la fonction. Il faut savoir qu'il y a une subtilité qui existe entre ces 2 statuts. C'est que quand tu es dans une copropriété, il y a ce qu'on appelle un conseil syndical. Un conseil syndical, c'est quoi? C'est un ensemble des copropriétaires qui viennent assister la mission du syndic. Donc, ça veut dire que tu sois syndic bénévole ou que tu sois syndic professionnel, dans les 2 cas, tu as quand même des personnes autour de toi qui sont là pour t'assister dans la mission que tu as à amener. Il y a de grandes chances, et ça n'a pas été précisé à aucun moment, pour que Serge soit déjà président et ou membre du conseil syndical. Et à force d'assister le syndic dans sa mission et de voir son incompétence, eh bien, il a voulu devenir syndic à la place du syndic. À Perpignan, Serge le retraité va bientôt savoir s'il a fait plier le plus grand syndic de France. C'est le jour. Aujourd'hui, tout bascule. Donc, je ne trinque pas encore, mais j'essaye de m'adoucir la gorge. C'est une journée qui devrait être une journée dramatique, tendue. Donc, je pense que il va y avoir de l'électricité dans l'air, atmosphère de tempête, vent tourbillonnant et tension maximale. Tout le monde tremble. Et à 11h30, il y aura la décision. Voilà. Impatient de savoir s'il a été élu, Serge décide de se rendre directement à l'agence, accompagné de son équipe de campagne. Je le précise ici, mais ça me paraît évident. Pour moi, la fameuse équipe de campagne, et pour des raisons effectivement de simplicité, on ne te l'a jamais précisé, mais comme je fais de l'analyse de reportage, tu comprends mieux. Pour moi, l'équipe de campagne, c'est le conseil syndical. Donc, ce sont des personnes qui déjà ont l'habitude et l'usage de la gestion de syndic de copropriété et qui accompagnent leur chouchou, leur candidat, la personne qui est censée reprendre à Foncia pour savoir ce qu'il en est. Il faut comprendre l'anxiété et la pression derrière tout ce qui est en train de se passer ici parce qu'on parle réellement, et comme je te l'ai dit dans l'émission, de beaucoup d'argent. Parce que moi, on n'était pas sur une copropriété de 140 lots, on était sur beaucoup plus petit, mais on était quand même sur une grosse copro, bref, peu importe. Mais je te parle de 54 € aller à 620 € à l'échelle d'une copro de 140 lots. Ben écoute, c'est assez simple. Chez Foncia à l'époque, moi je te parle de quelques années en arrière, mais il y avait un tarif forfaitaire par rapport au nombre de lots de gestion dans une copro. Donc en gros, on te disait, pour les petites copros, c'est tant d'euros hors taxe l'année, moyenne. Donc tu avais par exemple de 1 à 5 lots, de 5 à 15 lots, etc. Sur des copros de cette taille-là, à l'époque, ça a dû augmenter, on était sur 120 € hors taxe par lot. Donc en imaginant qu'il y ait 140 lots à 120 € hors taxe par lot par an, plus 20%, pour Foncia, on est sur un ticket au bas mot, à 20 000 € par an, juste de facturation d'honoraires. À ça, il faut que tu ajoutes tous les forfaits qu'on facture, dès qu'il y a des travaux, dès qu'il y a des suivis, dès qu'il y a des déplacements, les vacations. Je ne vais pas rentrer dans un métier que je connais très bien, mais en gros, ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que là, pour Foncia, ce qui est en train de se jouer, c'est 20 000 balles d'honoraires à l'année. Alors TTC, minimum, voire peut-être plus, parce que je ne connais pas les nouveaux tarifs. Moi, je te parle d'une autre époque, et d'une autre époque, ça remonte, ça ne me rajeunit pas. Mais il y a de l'argent en jeu, quoi. Alors aujourd'hui, il y a les concurrents du web, il y a tout ce qui est en train de se passer sur ce métier-là. C'est encore un autre problème. Mais il faut comprendre que toute l'anxiété qu'il y a ici, elle est due essentiellement pour Foncia à l'enjeu financier qu'il y a derrière, mais pour les copropriétaires, à l'économie directe. Alors moi, j'aime pas le terme économie dans ces cas-là, mais à la dépense qu'ils n'auront plus
direct dans leur portefeuille parce qu'ils ne payeront plus une tierce personne pour juste travailler et ils auront un peu plus d'argent du coup aussi par conséquence pour rénover et entretenir leur copropriété. Donc du coup, si effectivement Serge gère bien la copro et l'argent auquel il va avoir à nouveau accès, bien il devrait effectivement faire mieux que Foncia. Bonjour. Bonjour Katerina. Ça va? Vous n'avez pas trop froid, ça va? Non, ça Je va vous trouve bien décolleté. Non. Moi, je ne suis pas tout à fait aussi optimiste que M. Pioli. Je suis plus réservée. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Comme toute élection, il y a des surprises, donc voilà. On va voir laquelle. Allez-y, on vous attend. Souhaitez-moi bon courage. La bande retraitée va-t-elle réussir à évincer son syndic? Excusez-moi de vous déranger. Notre mission va s'arrêter demain, parce que notre mandat expire normalement un jour franc après la date de l'Assemblée Générale. Donc notre mission va s'arrêter demain à midi. D'accord. J'avais été quand même très fort, si je peux. Ah, j'ai mis le paquet, oui, mais vous savez que je suis désolé que ça se termine comme ça, mais croyez bien que je vous garde toute mon estime en tant qu'homme, pas en tant que syndic. On a déjà échangé là-dessus. Ouais. Je vais vous raccompagner gentiment à la porte. Voilà. On a gagné. On a gagné. On a gagné. On va boire le champagne à la maison. Allez, champagne. C'est formidable. C'est super. Je me sens rajeuni, vous ne pouvez pas imaginer. On est là-bas. Avec 62% des voix, la résidence de Serge passe donc sous syndic coopératif. C'est une nouvelle vie qui commence et à notre futur travail de remise en état de cette belle résidence. Et santé. Désormais, le syndic, c'est eux. Ils devront assurer eux-mêmes la gestion de leur immeuble. Et vous pensez que vous y arriverez? Vous serez à la Quelle question? Mais tout de même. J'ai géré pendant toute mon existence professionnelle des lycées de plus de 2000 élèves, donc ça ne me gêne pas de gérer une copropriété où il y a à peu près 350 résidents. Oui. Bon, c'est à peu près le chiffre. Donc moi, c'est un petit établissement. Donc ça, pour ma retraite, c'est un petit truc tranquille. Hein. Voilà. Allez. Merci à tous les gens qui nous ont aidés à nous faire. Voilà, tous les gens qui nous ont aidés. Merci beaucoup, M. Pioli. Je lève mon verre aussi à vous. Le vainqueur du jour fera-t-il mieux que Foncia? Ici, on a donc... C'est la victoire! Bravo Serge! C'est vraiment bien. Donc, il a gagné contre Foncia. Bon, comme lui a dit le gestionnaire de Copro, il a mis le paquet. Il a été fort. Il a soufflé la gestion à un syndic professionnel. Donc, vraiment, voilà, j'ai envie de dire bravo à lui, moi aussi. Maintenant, je veux quand même souligner, comme il le précise, on est face à un ancien directeur d'école qui a quand même aussi l'habitude et qui n'a pas peur de gérer tout ça. Il faut aussi préciser quand même que malgré tout, et je ne dis pas ça parce que je suis un professionnel, je le pense profondément, c'est quand même un job. Donc on est face à un retraité déjà premièrement. Deuxièmement, un retraité d'une fonction qui lui permettait de gérer un ensemble comme celui-là. Enfin, je pense qu'en gros, ce que j'essaye de dire, c'est que son passé professionnel lui donne suffisamment confiance pour prendre la gestion de ce bâtiment-là, mais je tiens à préciser que ce n'est pas tout le monde qui se sent capable de faire ça. Et je veux aussi vous préciser quelque chose d'hyper important. Moi, quand j'ai passé mon diplôme, j'avais 15 ans d'expérience professionnelle en immobilier. Crois-moi, quand j'ai compris que je n'aurais pas le diplôme sans être gestionnaire de copro, j'ai galéré pour trouver le poste parce que c'est dur à trouver, premièrement. Et deuxièmement, je ne vais pas mentir, j'ai pris ce poste un petit peu en mode... Oui, j'ai quand même 15 ans d'expérience. Il y a peu de choses que j'ignore dans l'immobilier. Donc, ça devrait être pas une promenade de santé. Je tire un peu le trait en disant ça. Mais je l'ai pris vraiment à l'époque, je m'en rappelle encore, en mode ça devrait aller quoi. Et honnêtement, j'ai vraiment découvert un métier, premièrement, que j'ignorais totalement. Deuxièmement, qui est hyper complexe. Troisièmement, qui est très encadré juridiquement. Quatrièmement, et ça se comprend, il y a des enjeux énormes parce que ce sont que des propriétaires. Donc chacun défend son beefsteak. On ne parle pas d'une baguette de pain. C'est une phrase qui est beaucoup répétée dans l'immobilier, mais là tu es vraiment confronté. Chaque personne a payé son logement souvent X années de salaire, a fait un crédit. Et donc il y a des gens qui font des efforts financiers pour habiter là où ils habitent. Et toi tu arrives et tu dois leur annoncer des dépenses, des mauvaises nouvelles, des problèmes. Et donc c'est vraiment un métier
qui est vraiment, mais comme je l'ai dit depuis le début de cette trilogie, on n'est que dans la deuxième partie ici, c'est vraiment le parent pauvre de l'immobilier parce que rien n'est fait pour t'aider dans ce boulot-là. Et vraiment, je veux le préciser, mais c'est très important que tu comprennes qu'il faut, au-delà même des compétences, se sentir d'assumer ce rôle. Et vraiment, je tiens à le préciser, mais pour moi, Serge avait tout ce qu'il fallait. Il avait vraiment le background, je veux dire l'expérience professionnelle nécessaire à l'aplomb et à la confiance qu'il a pour qu'il puisse se dire « j'en suis largement capable ». Il y a beaucoup de personnes qui ne se sentiraient pas capables de faire ce qu'ils s'apprêtent à faire. Et je veux vraiment le souligner parce que c'est vraiment un métier à part entière. Donc après, encore une fois, c'est de la politique. Ce qui veut dire que malgré que je suis en train de dire tout ça, derrière, une bonne gestion, elle ne s'apprécie qu'après un bilan. Ça veut dire que là, Serge va prendre la relève, il va gérer l'immeuble et on ne pourra dire que dans quelques années, et je dis bien dans quelques années, c'est pas au bout d'un an. Alors si, tu vas avoir des très 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 bonnes gestions qui se ressentent quasiment immédiatement. Mais il n'y a qu'au bout de quelques années normalement qu'on pourra vraiment commencer à dire oui, c'est vraiment mieux. Non, ça ne l'est pas réellement. Et ça, c'est voilà, il faut vraiment le comprendre. Ça reste de l'humain, tu gères de l'humain avec tout ce que ça implique. Et il y a quand même un dernier élément que je veux préciser, c'est comme je te l'ai dit, et je le répéterai, c'est quand même un boulot encadré. En fait, tu auras un avis, enfin, on pourrait avoir un avis sur la gestion de Serge que s'il rencontrait des problèmes graves. Parce que là où la copro, ça devient vraiment un métier intéressant, c'est quand quelqu'un ne paye plus ses charges. Comment on fait pour se faire payer ses charges en tant que syndic lorsqu'on a un copropriétaire qui n'a plus d'argent pour les payer? Comment on gère sur plusieurs années le non-paiement de charges vis-à-vis des autres copropriétaires? Alors je te le dis tout de suite, quand ça se passe, quand ça arrive, c'est les autres qui payent pour celui qui ne paye pas. Mais ce que tu dois comprendre dans tout ça, c'est que c'est face au problème qu'on a un avis sur ce genre de management, si c'est le terme que je peux me permettre d'employer à cet endroit-là, mais ce n'est pas quand tout va bien ou quand quelqu'un est élu. Alors oui, on est content, mais ma réserve, et qui n'est pas une réserve, je suis aussi content pour lui, il a fait un magnifique travail que de réussir déjà à être élu. Mais tout reste à faire, tout reste à prouver. On est en fait qu'au début d'une aventure. Et là, si on voulait faire un réel travail journalistique, il faudrait partir sur finalement un reportage de 1 an ou 2 sur voilà, qu'est-ce qu'il se passe pendant cette année où il gère, qu'est-ce qu'il met en place et revenir dans 1 an ou 2 encore derrière pour faire un bilan et commencer à dire mais voilà les différences et voilà ce qui s'est passé, voilà ce qu'il a réussi à faire et voilà ce qu'il n'a pas réussi. Donc c'est très difficile de pouvoir se forger un avis que sur le passage qui vient d'être montré, même si, et je dois quand même le reconnaître, et je vais clôturer là-dessus, effectivement, on le voit et on le constate. D'abord, tous les copropriétaires n'étaient pas contents de Foncia premièrement, et deuxièmement, Foncia n'agissait pas à la hauteur des attentes et des paiements effectués par les différents membres de la copropriété. Donc, ceci expliquant cela, c'est relativement logique que Serge ait réussi à évincer le syndic, Patrick Magnéto. Foncia gère 60 000 immeubles et compte 500 agences avec des activités de syndic. Face aux critiques, l'ancien responsable de l'immeuble de Serge a accepté de répondre à nos questions. Pour lui, c'est la fin de 20 ans d'exercice. De perdre une copropriété, de perdre son travail, c'est toujours une déception. C'est une équipe qui perd une bataille et c'est toujours difficile à gérer et à assumer, c'est sûr. C'est difficile à gérer et à suivre parce que je vais te donner un peu l'envers du décor côté Foncia. Il faut savoir que dans les réunions comment on appelle les réunions par secteur d'activité dans les agences comme ça, en fait, il y a des objectifs à tenir, il y a des comptes qui sont rendus et en fait, la personne que tu vois rend des comptes soit à un directeur de gestion de syndic. Donc en fait, c'est des pôles. Dans des agences comme ça, tu as en général 3 grands pôles principaux auxquels s'ajoutent des pôles annexes. Donc les pôles principaux, c'est Transac, gestion, syndic. D'accord ? Dans chacun de ces pôles, tu vas avoir, en fonction du nombre de personnes qui y travaillent, eh bien, tu peux avoir des directeurs par pôle, comme tu peux avoir simplement des référents. Et tu as un directeur général de l'agence sur site et tu vas avoir des pôles annexes, comme par exemple le pôle contentieux, qui est un pôle dans lequel la gestion, comme le syndic, va venir déverser ses dossiers d'impayés pour qu'ils soient gérés par le pôle contentieux. C'est le cas de le dire.
Et en réalité, donc chaque semaine, il y a des réunions dans ces entreprises-là et on va établir un point sur les dossiers urgents, les dossiers en cours et les nouvelles copropriétés rentrées et celles qui sont perdues. Et il ne faut pas se mentir, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est une question financière. Donc là, quand il te dit on perd un travail, c'est difficile à gérer, ben oui, on perd une partie de sa REM et on perd aussi une partie de ce qui fait vivre et tourner la boutique. Et on la perd dans des conditions qui sont vraiment pas bonnes. Parce que perdre un syndic parce qu'on est en faillite et parce que le protocole ne nous permet pas de le gérer, parce qu'on est saisi ou j'en sais rien, il peut y avoir plein de raisons de perdre un syndic, ça c'est une chose. On va dire que c'est dépendant de différents facteurs comme le fait que plus personne ne paye dans la copro et ça incombe pas réellement finalement aux gestionnaires de copropriété. Mais perdre une copro parce que tout le monde est mécontent et qu'il y a des banderoles et on dit on veut que tu dégages, bon c'est pas tout à fait pareil, tu vois. Et là, tu comprends qu'il y a un malaise dans ce qu'il dit. Il y a un malaise parce que quand ça a été géré pendant 20 ans et qu'il y a un mec qui arrive et qui fait sortir le syndic parce qu'il est excédé, moi aussi, je ne serais pas content après mes équipes. Moi aussi, si j'étais même au sein de l'équipe, je ne serais pas content de moi parce que ça veut dire qu'à un certain moment, il y a quelqu'un qui a tout simplement pas fait son travail. Donc je passe la tablette. Nous lui montrons des extraits des reproches faits par les copropriétaires. On voit des cafards dans cette partie semi-enterrée de la copropriété. Là aussi, on ne peut pas faire plus que les moyens qu'on nous donne. Mais si on a une recrudescence d'insectes, à part des missions ponctuelles, on n'a pas le budget, on n'a pas les finances pour assurer, je dirais, une désinsectisation toutes les semaines ou tous les 15 jours. Donc on laisse ces gens vivre comme ça. Comment je peux faire, madame, si je n'ai pas d'argent pour le faire? Comment je peux faire pour éradiquer ces insectes? On gère une copropriété composée de 150 copropriétaires. Chacun voit sa priorité là où il le souhaite. Je comprends ce monsieur qui soit effectivement outré de la présence des bestioles dans les parties communes, mais peut-être que d'autres copropriétaires, eux, considèrent que l'urgence, c'est les espaces verts, d'autres considèrent que c'est peut-être la sécurité, et qu'à un moment donné, il est difficile de satisfaire tout le monde si le budget reste, je dirais, relativement faible pour l'entretien de l'ensemble du bâtiment. C'est désormais Serge qui assure la gestion de l'immeuble. Pour ce directeur, le retraité va vite comprendre les difficultés du métier. Ce monsieur Pioli ne pourra pas assurer, je dirais, le travail du syndic. Il va être épuisé, il va être fatigué, il va recevoir les critiques de ses voisins. Il les aura à 20h, 21h quand ils vont rentrer du travail. Oui, ma chasse d'eau, ma canalisation n'est pas encore réparée. Oui, ma boîte aux lettres est toujours cassée. Ils vont aller à 21h chez lui. C'est sûr et certain. Ça se finit en dispute, on le voit. Alors ici, je vais donc... je ne vais pas taper sur un collègue. Mais il a raison et il a tort. Je suis obligé de le préciser. Et j'aime beaucoup ce qu'il dit. Mais après, il y a des choses sur lesquelles je suis d'accord avec lui. Il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Je vais commencer sur le point essentiel sur lequel je ne suis pas d'accord pour ensuite essentiellement me concentrer sur ce sur quoi je suis d'accord. Quand il dit « il y a des cafards, je n'ai pas les moyens, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Je ne peux pas faire intervenir des sociétés tous les 15 jours ». Sur le principe, je comprends ce qu'il dit. Sur le fond, je ne peux pas être d'accord parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas… Et ça, c'est un peu… Mais ce n'est pas sa faute à lui directement. C'est une problématique après de connaissance générale du bâtiment et aussi de ta façon de gérer les problèmes. Et là, on touche du doigt, comment je vais dire, une caractéristique humaine intrinsèque qu'on ne peut pas demander à tout le monde en fait. Il y a des gens qui sont plus débrouillards que d'autres. Il y a des gens qui ont un esprit qui est mieux préparé, mieux adapté à faire face à une somme importante de problèmes et d'autres qui ne vont pas aller chercher plus loin. Chez Foncia, c'est les pros des protocoles. Ils sont vraiment très protocolaires. Il y a des fichiers pour tout, tout est encadré. Ça a du bon, ce genre de comportement, mais ça a aussi du mauvais. Et après, encore une fois, voilà, je veux vraiment le préciser. Et je suis embêté quand je dis que je ne suis pas d'accord, ce n'est pas avec lui précisément. C'est-à-dire que lui, c'est un salarié. Donc, chez Foncia, c'est des salariés. Donc, on est face à un salarié qui a un cadre d'action qui lui est dicté par des copropriétaires et un cadre d'action qui lui est dicté par Foncia. Et ça, il faut le savoir. C'est vraiment très important de comprendre que Foncia leur donne un cadre d'action à eux aussi. Donc, les mecs sont cadrés des deux côtés. Et ça… Alors, il ne peut pas le dire de par son poste et je le comprends très bien. Donc, moi, j'ai le droit de le dire parce que je ne suis pas affilié à Foncia et ils ne vont pas m'attaquer parce que je vais dire. Ils ne peuvent pas me licencier non plus parce que je ne travaille pas pour eux. Donc, il ne peut pas le dire, mais moi, je te le dis. Et c'est cette double contrainte qui l'empêche d'agir librement. Alors après, la seule question que je finis par me poser et à laquelle je n'aurai jamais ma réponse, c'est est-ce que s'il n'avait pas ces deux cadres, il agirait différemment ? Parce que c'est ça aussi.
Moi, par exemple, tu vois, les cafards et tous les insectes, ça m'est tellement arrivé souvent qu'aujourd'hui, j'ai plein de méthodes pour les faire partir. Mais ça, après, c'est de l'expérience. C'est de l'expérience de terrain. Et ne nous mentons pas. Il a de l'expérience de terrain, ce garçon. Mais est-ce qu'il a de l'expérience de terrain en tant que propriétaire ? Je ne suis pas sûr. Maintenant, il est peut-être copropriétaire dans un autre syndic et peut-être qu'il a de l'expérience de terrain en tant que copropriétaire. Mais tu vois, là où je veux en venir, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que ce métier est un superbe métier, mais qui, je pense, premièrement, n'est pas fait pour tout le monde et qui, je pense, deuxièmement, n'est pas donné à tout le monde. Et ça, c'est important de le préciser. Tu as des personnes à qui tu vas présenter des problèmes et qui vont rentrer le soir et qui vont être sous pression parce qu'ils penseront à leurs problèmes et ça va pas fonctionner pour eux en fait. Et il y a des mecs comme moi, tu peux me présenter le pire problème du monde, ce soir je vais dormir, demain matin je vais me réveiller et si j'ai pas la solution demain matin, ben tu sais quoi, je dormirai après-demain et dans 3 jours j'aurai la solution. Parce qu'en fait on n'est pas fait pareil, on n'est pas égaux face à nos sentiments, à notre rapport à la vie, à notre façon d'aborder la chose. Et ici, on touche du doigt quelque chose qui va au-delà du professionnalisme, au-delà de bien d'autres éléments qui nous amènent dans la situation actuelle. C'est-à-dire qu'on est face à quelqu'un qui a énormément de cadres autour de lui qui l'empêchent d'agir comme il voudrait et qui en plus ne semble pas voir les choses différemment. Ensuite, il invoque, toujours dans le négatif, après je vais aller sur le positif, il invoque le fait que Serge va avoir plein de problèmes avec les copropriétaires, qu'il va être dérangé à toute heure de la nuit, etc. Là, on est face à de la croyance. Et c'est très bien qu'on soit face à ça. Je voudrais te préciser, à toi aussi qui m'écoutes, que très souvent tu parles comme ça. Je ne compte plus le nombre de personnes, qui soient mes clients, qui soient des gens que je peux avoir au téléphone, que je croise, que je contacte, avec qui j'ai des échanges, qui me parlent et qui me partagent leurs croyances bien plus que leur expérience. Et là, ici, ils croient que ça va se passer comme ça. C'est ce qu'ils croient, mais ça n'est pas la réalité. Donc, tu as le droit de partager tes croyances, mais tu ne peux pas croire que tes croyances sont la réalité de tout le monde. Ce que tu crois n'est vrai que pour toi. Et donc, malheureusement, je suis désolé de le dire, mais il n'a pas raison. Serge peut très bien cadrer les choses. Il peut très bien prendre un téléphone prépayé et dire à tous ceux de la copropriété, voilà la ligne de la copropriété. Je suis joignable sur cette ligne de 9h à 11h et de 15h à 17h tous les jours. Au-delà de ces horaires, je ne serai plus joignable. Il allume et il éteint son téléphone sans jamais donner son numéro et il ne sera jamais dérangé comme le prétend ce gestionnaire de copropriété. Ça n'est qu'une question d'organisation, de volonté et de façon de voir. Si tu cadres les choses dès le début, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Maintenant, j'ai dit ce qui n'allait pas dans le discours, je vais dire tout ce qui va et notamment une chose que je trouve excellente et il a tellement raison, parce que ça, il faut le rappeler aussi. Il dit une chose qui est dérangeante, mais d'un côté, on a le journaliste qui arrive et qui dit « oui, vous trouvez normal qu'ils vivent au milieu des cafards, gna 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 ». Ils font leur travail de journaliste, mais bon voilà, ça m'a fait sourire un petit peu comment c'était présenté. Et là, il répond « oui, mais je n'ai pas l'argent. Quand on n'a pas l'argent, comment voulez-vous qu'on fasse ?» Et sa remarque, elle est d'autant plus pertinente que, indépendamment du syndic, ça te concerne toi aussi et ça concerne tout le monde. Combien je connais de personnes qui vivent une vie dont ils n'ont pas les moyens? Combien je connais de personnes qui s'achètent des choses dont ils n'ont pas les moyens? Combien je connais de personnes qui réclament des choses dont ils n'ont pas les moyens? Il y a un moment donné où ce problème qui est tout le temps soulevé, vous ne comptez rien faire. Oui, mais j'en ai pas les moyens. Et c'est une raison plus que valable. Et la journaliste qui insiste derrière, mais c'est la journaliste qui est dans l'erreur. Le problème, ça n'est pas les cafards ou je ne sais quoi d'autre en soi. Le problème, quand on n'a pas les moyens, c'est qu'on n'a pas les moyens. Le problème peut être ce que tu veux en fait. Il peut te choquer, t'outrager, te mettre dans l'état que tu as envie. Si tu n'as pas les moyens de le régler, tu sais quoi? Tu vas vivre avec. Donc ça, c'est vraiment un problème pour moi. En tout cas, voilà, j'ai vécu qu'en France à ce jour. Donc je ne sais pas comment c'est dans les autres pays. Mais c'est un problème très français. On est vraiment un pays qui avons à cœur, j'ai envie de dire, de parfois régler des problèmes sur lesquels on n'a absolument pas les moyens. Mais il faut le faire parce que la bienséance nous dicte qu'on doit le faire. Mais attends, il y a un moment donné, la société, elle t'oblige à rien. Tu as une vie, des libertés et tu dois vivre avec. Donc, c'est pas, ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que ce problème de syndic qu'on nous met devant le nez, c'est un problème général de société sur lequel beaucoup plus de gens que ce qu'on imagine devraient se poser des questions. Et il a complètement raison quand il dit, ben voilà, il y a un moment donné, premièrement, je n'ai pas les moyens et deuxièmement, alors ça c'est encore plus vrai et je suis obligé aussi de le souligner, chaque propriétaire a ses propres intérêts
et moi, je ne peux pas aller à l'encontre des intérêts de chacun. Et ça, c'est aussi une réalité que nous vivons tous. L'être humain est gouverné par ses intérêts. Et il y a un moment donné, et je dois te le dire, même si ça ne te plaît pas, si tu veux gagner de l'argent, tes intérêts, il va falloir te les mettre sous les pieds. Alors, je vais te le dire autrement pour qu'on soit bien clair, toi et moi. Les gens qui gagnent de l'argent, ils gagnent de l'argent parce qu'ils ont quelque chose à donner. Et quand tu donnes quelque chose aux autres, eh ben, ce n'est pas par intérêt. Enfin, si, c'est par intérêt de gagner de l'argent, mais d'abord tu donnes, ensuite tu reçois. Et le problème, c'est que beaucoup de personnes qui sont sur le chemin de la richesse, ils veulent recevoir avant d'avoir quelque chose à donner. Quand tous les jours tu te dis « un jour je serai riche », mais que tu ne proposes jamais rien à personne, tu ne le sauras jamais. Par contre, si tous les jours tu proposes des choses à des gens, mais que tu as un projet, c'est d'être riche, mais bon voilà, c'est un projet latent, bah, tu finiras forcément par le devenir. La différence est subtile, mais le résultat, lui, il est bien différent. Donc voilà, je trouve très intéressant et très important qu'on ait eu le contre-pied de finalement tout ce qu'on a pu voir. Je pense qu'il manque beaucoup d'éléments, en tout cas sur la partie foncière, pour qu'on puisse émettre un jugement réel sur les raisons pour lesquelles on en est arrivé là. Ça reste mon avis personnel. Mais au demeurant, je trouve très bien, journalistiquement parlant, et je tiens à le dire parce que souvent je trouve qu'ils ne font pas leur travail, qu'ils aient quand même pris le temps et qu'ils aient aussi mis les éléments concernant la partie adverse. Au demeurant, dans tout ce qu'il a dit, il faut quand même que je le reconnaisse, il y a aussi un dernier élément qui est très vrai, et je vais finir avec ça, c'est que dans l'immobilier, de façon générale, les gens vivent dans leur logement. Et là où il a raison, c'est que dès l'instant que tu touches à la vie intime des gens, parce que quand tu gères la vie intime des gens, donc que tu sois gestionnaire de copropriété, que tu sois bailleur, ou que tu sois propriétaire bailleur, ou que tu sois gestionnaire locatif, et bref, tous ces métiers qui touchent au logement des gens, dès l'instant que tu touches à l'intimité des gens, je t'assure, et je veux te le dire, tu ne peux pas t'imaginer ce à quoi tu vas être confronté. L'immobilier, c'est pour ça que moi, j'aime pas vraiment qu'on associe l'immobilier à quelque chose de passif. Ça touche à l'intimité des gens. Et quand tu touches à l'intimité des gens, et je dois dire qu'il n'a pas tort quelque part, les gens, ils osent tout. Les gens, ils osent tout parce que comme c'est chez eux et qu'ils veulent que chez eux ce soit nickel, et je le comprends, attention, c'est pas un reproche, ils osent tout. Et effectivement, tu peux avoir des appels à point d'heure, des réactions très surprenantes. Bref, voilà. Sache-le. Sache que le syndic est un problème que tu rajoutes par-dessus d'autres problèmes et que mieux vaut en avoir un bon qu'un mauvais. Au demeurant, l'émission n'est pas terminée. Patrick, envoie la purée. Dans le sud de la France, la nouvelle vie de Serge débute. On va commencer par la pelouse de derrière. Alors là, faites attention parce que c'est un engin, c'est pas tout neuf, mais ça marche. C'est désormais lui le responsable de la résidence. Il doit gérer bénévolement les tâches quotidiennes. Ce matin, c'est séance jardinage avec le fils d'une copropriétaire. On va commencer par lui mettre un peu d'essence. Il faut tout savoir faire. Il faut savoir mettre de l'essence. Il faut que j'arrive à ouvrir ça. Ça va pas être de la tarte. Oui. Le métier de syndic va s'avérer plus compliqué que prévu. Alors, on va commencer par le bord à gauche. Alors, l'énorme avantage, évidemment, c'est que tout ça, c'est pas facturé. On a demandé un devis pour l'entretien des pelouses pendant les périodes d'été. Donc, ils nous font grosso modo 2 000 € pour 8 tonnes. C'est un gain financier absolument énorme. Ici, il faut vraiment bien comprendre de quoi il est question. On a les reporters qui nous montrent d'un côté, en fait, Serge avec le fils des membres de la copropriété qui sortent une tondeuse et qui passe la tondeuse. Et la voix off dit à un moment donné, c'est plus compliqué que ce qu'il pensait. Et de l'autre côté, on a Serge qui passe la tondeuse lui-même et qui a refusé un devis à 2 000 € pour 8 tontes parce que pour lui, 2 000 € c'est beaucoup d'argent. Sauf que quand tu ramènes tout à l'argent, tu comptes mal. Et là, pour le coup, moi je vais te dire comme je pense les choses, c'est un mauvais rapport qui vient d'être fait. Pourquoi ? Parce que d'un côté, on a Serge qui s'occupe d'un syndic et qui dit 2 000 € de 8 tontes, enfin 2 000 € pour 8 tontes, c'est très cher. Mais Serge, c'est un client et il ne gère qu'un syndic et il raisonne qu'à son échelle. A l'inverse, Foncia, qui par exemple va travailler avec le même jardinier mais qui va lui fournir, je te dis une bêtise, mais par exemple 30 immeubles où il y a l'entretien des jardins, va peut-être obtenir 1 500, voire même 1 000 € les 8 tontes et on n'y passera pas de temps. Et ça ne sera jamais mis en avant à aucun moment. De la même façon que Serge, il y passe du temps sur son terrain à tondre pour les copropriétaires et il n'est pas payé.
Donc, c'est un mauvais calcul. Parce que là aussi, on te met devant le nez une économie, mais on ne met pas en face une dépense. C'est pas vrai. Rien n'est gratuit dans la vie. Ça n'existe pas. On a juste une personne qui accepte de ne pas se faire payer en échange de services rendus. Mais est-ce que ça, c'est réel? Est-ce que c'est réel? Je te pose la question. Et d'ailleurs, étends la question à ta vie. Combien de fois dans ta vie, tu t'es dit, tiens, je vais faire des économies en faisant ceci et en faisant cela? Tu l'as pris sur ton temps à toi. Et en vrai, tu n'as pas gagné du tout d'argent en fait. Tu l'as juste, certes, pas dépensé, mais est-ce que tu l'as vraiment gagné? Et attention, hein, t'écoutes un mec, et je le dis dans mon livre Devenir riche sans argent, qui a réparé des toitures parce qu'il n'avait pas l'argent de le faire et qu'il l'a fait lui-même. Enfin, je parle de moi à la troisième personne, excuse-moi, j'ai horreur de ça, mais bref, j'ai réparé des toitures parce que j'avais pas d'argent et j'ai dû le faire parce que j'avais pas le choix. Mais si j'avais eu le choix, je l'aurais pas fait. Et là, on écoute un mec qui a le choix et qui décide de le faire, mais qui ne sait pas compter non plus et qui ne sait pas réellement comment ça va se passer. Moi, il y a toujours une question que j'aime à poser et je vais la poser ici. Et attention, j'ai beaucoup d'affection pour Serge et c'est pas méchant, il ne faut pas mal le prendre au premier degré, il faut comprendre ce que j'essaye de dire. Mais demain, si Serge il déménage ou il décède, qui va faire tout ce qu'il fait gratuitement? Personne. Imagine que dans cet immeuble, il n'y ait que des jeunes cadres dynamiques travailleurs qui ont un salaire. Mais la vérité, c'est que personne ne le fera. Donc, est-ce que ce qu'on est en train de te montrer est réel? Non, ça ne l'est pas. Rien n'est réel, même pas la facture. Parce qu'en fait, encore une fois, on ne raisonne pas comme il faut. Et ça, c'est un raisonnement généralisé en France qui n'a aucun sens. Ce n'est pas des économies ce qu'on est en train de voir. C'est juste une personne qui se dévoue pour la cause. Mais est-ce que ça t'est très souvent arrivé d'avoir quelqu'un, un de tes voisins qui arrive et qui te dit « Tiens, je vais faire ton jardin gratuitement aujourd'hui ». Enfin, moi, ça ne m'est jamais arrivé. Donc, si tu veux, pose-toi toujours des questions. Ce que je suis en train de te mettre là sous le nez, ça va au-delà simplement du syndic. C'est vraiment un comportement généralisé que je vois un peu partout et qui nous amène sur un point réellement intéressant qui est le suivant. C'est est-ce que réellement, quand je pense gagner de l'argent, j'en gagne réellement? Est-ce que réellement, finalement, toute la manœuvre qu'on vient de voir, qui est intéressante d'un point de vue technique immobilière, elle est réellement intéressante d'un point de vue gain financier? Et c'est vraiment marrant parce que si sur chaque poste, alors après voilà, c'est toujours pareil, si le syndic ne faisait pas le travail de négociation des prix, ce que je suis en train de dire n'a aucune valeur. Mais si sur chaque poste, le syndic faisait un travail de négociation des prix, si sur chaque poste, le syndic optimisait les tâches et faisait en sorte que tout allait bien, ben, il n'y avait peut-être pas intérêt à changer de syndic. Bref, réfléchis à tout ça parce que c'est une vraie réflexion que tu peux porter à la fois sur les syndics mais surtout sur ta vie. Et ma foi, sois bien précis sur les tâches sur lesquelles tu décides de te donner, entre guillemets, gratuitement, sous couvert de pseudo-économies qui, en fait, n'en sont pas. Être syndic, c'est aussi être confronté aux exigences des copropriétaires. Non, mais là, il faut qu'on attende qu'il vienne un peu plus de monde, parce que si on n'est que 4, ça sera vite fini. Serge va bientôt en faire l'expérience. Il va diriger sa première réunion en tant que syndic. Ah ben, vous avez des superbes chaises, là, hein, vraiment. Oui, ça va venir là. Les gens ont vu que ça commençait, donc ils vont tous descendre. Et parce qu'ils attendent chez eux aussi. Ils ne sont pas jeunes. Hein. Au programme, les travaux à venir pour la copropriété. Le plus urgent, c'est les ascenseurs. Donc un ascenseur tel quel, ça vaut 12 000 € pour changer le moteur et les câbles. 12 000 € par 5, ça fait 60 000. Oui. Mais ces choix ne font pas l'unanimité. Eh oui, vous habitez au rez-de-chaussée, vous en foutez. Il reste quand même les escaliers. Ouais. Bon. Qu'est-ce qu'on fait au rez-de-chaussée pour les cafards, les rats qui sortent des pièces des autres personnes et qui sortent également des salles de bain? Les deux salles de bain. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Si je prenais la chose à l'ironie, je vous dirais adopter un chat. Adopter un chat, vous foutez de ma gueule, quoi. On fait quoi? Rien. Pour le moment, rien, parce qu'il y a 10 choses à faire et qu'on ne peut pas commencer à faire plaisir à une personne au détriment des 225 autres. D'accord? On a besoin d'argent, il faut que vous payiez vos charges, parce qu'on n'y arrivera pas. Moi, je veux bien payer mes charges, ces choses sont faites. Vous parlez de tout sauf de ça, et c'est le plus important. Quand vous aurez la mère de madame au rez-de-chaussée, vous la sentirez jusqu'au 3e. Vous verrez ce que ça va, elle habite au 5e. Je suis au 6e, j'ai encore le... Bon, alors, vous pouvez éviter, de crier, parce que moi aussi, je sais crier. Non, et ça ne m'amuse pas. Mais c'est la seule façon de parler tout seul, parce que les autres, ils attendent. C'est la seule façon que vous Bon, je vous parle plus. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Ça m'a suffi de vous répondre. On va avoir le débrief de Serge, mais avant, moi, je vais aussi un petit peu débriefer. La première chose, c'est que là, bon, on voit qu'une partie de l'Assemblée. J'ai pas tous les éléments. Ça, c'est très dommage. Je peux pas faire des analyses profondes si j'ai pas tout, mais on va donc prendre les choses par étapes.
Là, de ce qui est présenté, Serge choisit d'abord de se concentrer sur la grosse dépense qui sont les ascenseurs. Et là, on découvre, mais je m'en doutais un peu, j'en ai pas parlé, mais je m'en doutais un peu et c'est bien que ça arrive. Je me doutais que les deux du rez-de-chaussée dans l'entresol ne payaient pas leur charge, sous prétexte qu'il n'y ait pas les cafards, sous prétexte et tout ça. Bon, ok. Le problème qu'il y a, et c'est légitime en fait, chacun voit midi à sa porte. On retourne dans ce que je te disais tout à l'heure. Toutes les personnes qui sont dans des étages, ils ont intérêt à ce que les ascenseurs soient réparés. Ce sont des personnes âgées. Si l'ascenseur tombe en panne ou tombe tout court, tu comprends très bien que c'est dangereux. Et donc pour eux, leur priorité, c'est l'ascenseur. Et c'est ok, je l'entends. Mais de la même façon, et c'est ok aussi, la personne qui est au rez-de-chaussée, eh bien, elle a un problème de cafard et elle attend à ce qu'on lui répare ses cafards. Sauf que du point de vue de Serge, comme il ne paye pas, eh bien, il n'a pas à s'occuper de ça. Et enfin, il y a un dernier élément qui est aussi important à ajouter avant que j'approfondisse le sujet, c'est que comme il y a les cafards au rez-de-chaussée et qui restent au rez-de-chaussée pour l'instant, ce n'est pas un problème qui touche réellement beaucoup de monde. Quand les cafards auront envahi l'immeuble, là, ça deviendra une priorité pour tout le monde. Et c'est là que tu vois tout le fond du problème. Cette espèce de paradoxe où finalement, d'un côté, les ascenseurs, c'est ce qui touche le plus de monde parce que c'est ce qui est le plus utilisé. Ben là, il faut qu'on les répare. Et de l'autre côté, on a un problème de cafard qui est pour l'instant localisé. Tant qu'il n'est pas généralisé, n'est un problème pour personne. Alors, on peut l'ignorer. Et comme il a très justement dit, si demain les WC se bouchent, ben, la dame du premier, elle ne sera pas contente. Mais la dame du sixième, elle s'en foutra parce qu'elle est au sixième, elle a le temps avant d'être touchée par les WC bouchés. Avant de voir son caca et celui des autres ressortir par les canalisations, quand tu es au sixième étage, tu en as pour un moment. Et je vais même te dire que pour avoir eu aussi des problèmes d'écoulement, quand tu es dans les derniers étages, plus l'immeuble est haut, moins tu es au courant du problème en fait. Parce que le problème, c'est pas toi qui le récupères. C'est le cas de le dire. Donc si tu veux, là, on est vraiment dans le dur de la problématique de ce type de vie en communauté où chacun finalement n'est touché que par le problème qui le touche. Et c'est le cas de le dire, excuse-moi pour la répétition. Et est-ce que Serge a raison ou tort finalement? Est-ce que Serge fait bien? Bien, pour moi, je vais te dire comment je pense. En réalité, comme il l'a dit lui-même, il est sur une dépense à 60 000 balles. La résolution des problèmes des cafards, même si la personne ne paye pas ses charges, on est sur un problème qui, allez, quand tu connais un peu les méthodologies pour faire partir les insectes, etc., on va dire que, encore une fois, je n'ai pas vu le chantier, mais ça m'étonnerait qu'il en ait pour plus de 5 000 €, tu vois. Quand tu es à 60 000 € de dépenses, qu'est-ce que ça peut te coûter de venir inclure 5 000 € de dépenses pour régler le problème définitivement des cafards au rez-de-chaussée? Alors, si Serge était en face de moi, il me dirait oui, mais les cafards, on n'est pas sûr de régler le problème. Effectivement, mais si tu n'essayes pas, il ne se passera jamais rien. Et ça, c'est toute la difficulté en fait. Et dans ces situations-là, et c'est important que je te le précise, il est très important que tu ne juges jamais les personnes qui sont aux commandes. Parce que je vais te dire quelque chose, et ça, c'est une occasion pour moi que je ne vais pas rater de te le rappeler. On a toujours un avis sur tout dans la vie. Mais quand on est en charge des dossiers, c'est marrant, on ne prend pas les mêmes décisions que celles qu'on aurait prises quand on est extérieur au problème. Pourquoi? C'est facile. Parce que quand on est en charge, on prend le risque de porter sur ses épaules le poids de la culpabilité en cas de gros pépins. Et personne n'a envie d'être coupable de quoi que ce soit dans la vie. Donc c'est pas facile. Ça n'est vraiment pas facile. Même ce que je suis en train de faire là, en mode analyse, tu pourrais, nanana, je ne connais pas tous les éléments. Je ne connais pas l'état des paiements des charges de chacun des copropriétaires. Je ne connais pas le rapport entre les personnes. Je ne connais rien. Même mon avis, il est à remettre en cause et à prendre avec des pincettes parce que la vérité, c'est que peut-être que Serge prend les bonnes décisions pour sa copro et qu'il a peut-être raison dans ses choix. Et ça, crois-moi, ça n'est pas facile. C'est un peu comme quand tu vas juger une personne que tu crois bien connaître sur ses actions, sauf que tu ne seras jamais à sa place. Jamais tu ne seras à sa place. Donc ton jugement n'a aucune valeur. Alors, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que c'est ça la vraie question de fond. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer toujours d'apporter des solutions. Au lieu d'utiliser ton cerveau à la critique, alors en France, on est très esprit critique, hein, on est formaté pour critiquer. Puisque quand tu es gamin, comme moi, tu as appris la thèse, antithèse, synthèse. Comme moi, tu as fait de l'étude et de la dissertation sur des textes. Donc, on t'apprenait à lire des choses et à faire des commentaires sur un truc que tu n'as jamais fait. Sauf que commenter l'action, la création de quelqu'un, c'est facile. Créer soi-même et essayer d'agir, c'est beaucoup plus difficile. Et si tu veux être utile dans ce genre de comment je dirais, de bataille, de comportement, de mouvement,
eh bien, il vaut mieux essayer de participer justement que d'essayer de s'opposer en fait. Et quand tu critiques, tu t'opposes. Et quand tu amènes des idées, tu participes. Donc amène des idées, arrête d'être dans la critique et de dire « Ah mais vous devriez parler de ceci et parler de cela ». Tu vois, au lieu de l'agresser et de lui dire « Oui, vous ne parlez pas des cafards, ben moi je ne payerai pas mes charges », il devrait dire « Est-ce que vous ne pensez pas qu'en dépensant 60 000 €, on ne pourrait pas essayer de mettre 2-3 000 € dans le budget pour essayer de régler mon problème de cafards ? Est-ce que vous ne pourriez pas, en faisant venir un ascensoriste, peut-être essayer de voir si l'ascenseur n'a pas un lien avec l'arrivée des rats dans l'immeuble ? Parce que voilà, et même faire un travail finalement de montrer aux autres copropriétaires que le fait qu'il y ait des rats dans l'immeuble, s'ils veulent vendre un appartement, c'est peut-être dégradant pour les futurs acquéreurs. Pareil, les cafards, si tu vends un appartement dans un immeuble avec des cafards, tu ne le vendras pas le même prix que sans les cafards. Il y a 1001 façons, en amenant de l'eau au moulin à une réflexion, d'amener les gens à faire quelque chose pour toi en étant force de proposition, alors que si tu te braques tout de suite et que tu te mets en opposant, tu vas les fermer complets comme des huîtres et ils ne voudront jamais participer avec toi au projet que tu as envie de proposer. Et je crois que ça, c'est quelque chose que je voudrais que tu te mettes dans un coin de ta tête parce que vraiment, et j'insiste, on a tous cette tendance critique, qui je dirais est presque culturelle, alors qu'on devrait avoir essayer en tout cas d'être force de proposition et d'amener sur la table des idées, des solutions pour justement essayer de faire évoluer les choses dans le bon sens. Après, au demeurant, je veux quand même le souligner, Serge, il est carré, il a vraiment le tempérament qu'il faut et ça montre que pour l'instant, moi de ce que j'ai vu, il a bien fait de se mettre syndic. Alors ça s'est passé mal parce que le problème qu'on a toujours, c'est le problème d'un individu qui n'a que son problème à lui, qui ne voit que son problème et qui ne comprend pas que tout peut se résoudre, mais à condition de le prendre dans l'ordre. Mais vous n'avez pas l'impression de reproduire les mêmes erreurs qu'au Foncia en répondant ça ? Non, parce que je lui réponds clairement, alors que Foncia lui a toujours répondu très gentiment, oui bien sûr, on va faire le nécessaire, etc. Il n'a jamais rien fait. Moi je lui dis, moi je ne fais rien pour le moment parce que je ne peux pas tout faire à la fois. Donc ça se fera en son temps. Alors, bon. à très bientôt. Bon Ciao. Bon week-end. Au revoir. Difficile baptême du feu pour Serge, qui ne renonce pas pour autant à sa mission. Je porte absolument pas la même analyse que les journalistes sur ce qui vient de se passer. Serge a très bien répondu et j'aime beaucoup quand même la question qui lui a été posée. On lui a demandé donc s'il n'avait pas l'impression de reproduire les mêmes erreurs que Foncia. Il répond que non, parce que lui, il amène des éléments de réponse concrets et là, je suis d'accord avec lui. Au lieu de dire oui, il a dit non, on attend, on le fera après. Et il a raison. Et ça aussi, tu peux t'en inspirer dans ta vie. Et franchement, et on arrive à la fin de l'émission et je veux le dire parce que c'est important. Pour moi, le syndic, ça exactement ce que je suis en train de voir là, c'est ce que ça m'a apporté. Ça m'a appris énormément de choses sur la politique. Attention, je veux qu'on s'entende bien. Hein. Je reste sur mes positions. Je n'aime pas la politique, celle qu'on voit à la télé. Mais ça, gestionnaire de syndic, c'est de la politique humaine. C'est-à-dire que tu fais de la politique au sein d'un ensemble d'habitations dans un endroit. D'ailleurs, pour la petite histoire, à Marseille, tu as une des plus grosses copropriétés de France. Le gestionnaire de syndic qui gère ce bâtiment, il gère quelque chose comme 5000 logements, soit 10 000 personnes, l'équivalent d'un petit village, c'est comme un maire en fait. Et donc, on est vraiment, pour moi, sur quelque chose de politique au sens noble du terme. C'est-à-dire que tu dois devenir un animal politique et te comporter d'une certaine façon face non pas à une personne, mais à un ensemble, à un groupe. Tu es une personne qui répond au groupe. Et c'est, crois-moi, moi j'ai fait des assemblées générales, j'ai fini le soir à 21h, 22h parfois, j'ai fait des assemblées générales houleuses. C'est excellentissime. Moi j'ai adoré. Je suis un animal politique. J'adore ça. Je trouve ça génial parce que c'est sain. Parce que on est dans un système complètement sain où on est face à des gens qui attendent quelque chose de toi et de manière générale, il se dégage une direction globale que veulent prendre les personnes qui habitent dans un lieu qui est le leur et qu'ils occupent en fait. Et je trouve que ça, c'est de la vraie politique. Parce que, en plus, c'est à toi d'aller chercher. Et c'est là où je n'étais pas d'accord avec le mec de Foncia tout à l'heure et où je suis d'accord avec Serge. Parce que la différence entre Foncia et Serge, et là vraiment on parle de Foncia dans le cadre de ce reportage et on parle de Serge dans le cadre de ce reportage. Et je veux que tu comprennes, et ça, c'est le but de cette trilogie, c'est que le syndic, c'est avant tout une histoire d'hommes. Moi, je veux que tu comprennes qu'un bon gestionnaire de syndic, les conseillers syndicaux le suivent. Quand ils quittent Foncia, Next City, Citia,
il a des appels des mecs qui lui disent on vient avec vous. Parce qu'en fait, c'est les hommes qui font les bons gestionnaires de syndic. C'est pas les groupes, c'est les hommes. C'est un métier d'homme, enfin d'homme au sens général, hein, ça peut être une femme, tu m'as compris, c'est pas sexiste du tout ce que je suis en train de dire. C'est un métier d'humain. Il faut un humain pour symboliser, représenter la personne qu'on suit et qui prend les directives. Et ça, je veux que tu le comprennes parce que c'est vraiment pour moi, c'est ce que ça m'a apporté ce métier-là. C'est vraiment, voilà, dans ce reportage on le voit bien, c'est la capacité que va avoir une personne à se dire « Ah ben j'ai pas les moyens, je peux rien faire ». Ça tu vois, c'est une manière de penser. Et Serge, il dit pas qu'il a pas les moyens, il trouve les moyens. Et ça c'est totalement différent. C'est totalement différent quand tu as une personne qui « Ah ben on me donne pas les moyens, ah ben c'est pas ma faute ». J'aimerais bien que vous rénoviez cette partie. Oui, mais vous comprenez, j'ai pas l'argent. Ah, j'aimerais bien que vous veniez régler mon problème à l'entrée de ma porte. Ah, oui, mais vous comprenez, j'ai pas d'argent. Et ça, c'est un type de personne qui te répond toujours oui, mais ceci, oui, mais cela. Et puis, tu as des personnes à qui tu vas dire j'aimerais bien qu'on répare la même chose. Tu dis j'aimerais bien qu'on répare ma porte. Bon, écoutez, on n'a pas l'argent, mais en faisant ça, ça, ça et ça, on devrait trouver une solution. Je m'en occupe, je reviens vers vous rapidement. Tu vois, c'est deux modèles de pensée. Et tu peux rien y faire, c'est comme des matrices internes. Je ne dis pas qu'un être humain ne peut pas passer de l'un à l'autre. Je dis juste que c'est des matrices internes, qu'il y a des gens qui sont câblés pour toujours te trouver des problèmes et subir la fatalité. Et voilà, ils vont te dire, bah, la vie, c'est le destin, tu vois, machin, blablabla. Et puis, il y a des gens qui vont te dire, ah non, mais ouais, ok, bon, c'est peut-être comme ça, mais t'inquiète pas, ça va changer. Je vais trouver une solution. Et c'est ces gens-là qui feront un bon syndic. C'est ces gens-là. Et ce n'est pas une question de groupe. Et là, on le voit, parce que Serge, il le dit, et sa réponse dénote de ce tempérament-là, de quelqu'un qui, ben voilà, j'ai des priorités, je vais régler les problèmes, et je réglerai en son temps ce problème-là. Et je ne suis pas comme Foncia, parce que moi, j'ai dit non, et Foncia disait oui. Et cette différence-là, elle est énorme. Rappelle-toi, réécoute le boulanger de San Francisco, l'émission que j'ai fait en podcast, Le pouvoir du non. Les gens qui savent dire non sont des gens qui savent faire. À Perpignan, Serge le syndic prend ses marques. Alors c'est là que je veux ramasser ces herbes qui me cassent les pieds. Il s'attelle au problème un à un. Je me suis mis ça sur le dos avec une date limite que j'avais pensé de 3 ans et que je suis en train d'élargir à 5 parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et je continuerai à faire le tour du monde. Voilà. Et puis après, j'aurai 85 ans. Après, ça sera durable. Je m'assierai dans mon fauteuil et je mangerai des esquimaux glacés. Tu sais pourquoi je pense que Serge va réussir? Pour un détail que je trouve fabuleux et qui vient d'être révélé à la fin de ce 2e épisode quand il dit « Bien, je me suis laissé 3 ans pour redresser la barre, mais en fait j'ai rajouté 2 ans parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et je veux tout faire correctement pour après partir. » C'est vraiment pas anodin ce qu'on vient d'entendre. C'est une personne âgée et comme il a dit lui-même, il a dit après moi je veux profiter de la vie, donc il fait ça parce qu'il a à cœur de le faire. Et il se rajoute, le mec à l'âge qu'il a, il se rajoute 2 ans. C'est énorme. Je veux dire, le prix à payer est élevé. Et ça montre qu'il a vraiment à cœur de bien faire, qu'il prend ça très au sérieux et qu'il en paye le prix. Et ça je veux que tu l'entendes en fait. Tout dans la vie se paye d'une façon ou d'une autre. Et rajouter 2 ans, crois-moi, c'est vraiment un prix à payer bien supérieur à toutes les sommes d'argent que tu peux imaginer à l'âge qu'il a. Parce qu'il est dans un âge où il est dans les dernières années où il pourrait en profiter. Et là, il est en train de se coller sur le dos une charge de travail qui est plus que pas anodine en fait. Et ça montre qu'il a le tempérament qu'il faut pour prendre à bras le corps ce genre d'entreprise. Parce qu'on peut parler d'entreprise à ce stade. Ça m'amène sur un point plus qu'intéressant et surprenant, d'ailleurs je ne m'attendais pas à finir cette 2e partie là-dessus. L'état d'esprit de Serge, c'est l'état d'esprit que tu dois avoir pour te lancer dans l'immobilier. Et je voudrais que tu saches quelque chose que je vais te révéler dans ce 2e épisode, que je veux que tu entendes. Tu sais ce que j'avais fait, moi, l'année où j'ai passé mon diplôme et où en fait, l'année où j'ai passé mon diplôme et où je savais qu'il fallait que je sois syndic de copropriété et où du coup, j'ai dû devenir syndic dans une agence, gestionnaire de syndic dans une agence pour justement passer mon diplôme. Mais en parallèle, on s'est mis gracieusement, syndic bénévole. On l'a fait pourquoi? Parce que je l'ai fait parce que je voulais apprendre. J'ai fait ça gratuitement. Je ne me suis pas fait payer.
Et je te le dis pourquoi je te dis tout ça. Et d'ailleurs, je te parle de celui-là, mais le syndic qu'on a aujourd'hui encore, on le fait aussi bénévolement. Hein. Je tiens à le préciser. Hein. J'ai un syndic aujourd'hui que je gère. Enfin, c'est pas moi qui le gère maintenant, mais c'est ma mère qui le fait pour moi d'ailleurs. Elle le gère bénévolement, donc elle vient me poser des questions techniques parce que c'est moi qui ai la connaissance, mais je l'encadre quand elle a besoin, il n'y a pas de souci. Mais on le fait gratuitement. D'abord, ça nous laisse un pied dans le truc. Et puis, je trouve ça normal. Mais du coup, ça m'amène sur une question que j'ai à te poser. T'aimes l'immobilier ? T'aimes l'entrepreneuriat ? Tu fais quoi gratuitement pour apprendre ? C'est une vraie question. Hein. Qu'est-ce que tu as déjà fait gratuitement, gracieusement pour avancer plus vite ? Attention, hein, je ne suis pas en train de te dire fais-le parce que je t'ai dit de le faire. Non, non. Il y a une réflexion derrière. Et elle est volontaire. C'est-à-dire qu'il y a des choses dans la vie que tu ne fais pas pour l'argent. Tu les fais pour d'autres raisons. Ce n'est pas à moi à te donner les raisons, ce n'est pas à moi à te dire ce que tu dois faire. Mais je suis en train de te mettre le doigt sur un vrai sujet et Serge le fait aussi de façon très ironique, je trouve, sur la fin de cet épisode quand il dit « je m'en colle pour 2 ans de plus parce que je veux bien faire mon taf ». Parce que ça, c'est pareil. Jusqu'où tu es prêt à aller pour bien faire les choses, même si tu n'es pas payé ? Question intéressante. Et je crois que le syndic, pour finir là-dessus, c'est un métier très spécial. C'est un métier qui est aujourd'hui qui est mené par des groupes en tête. Hein, je veux dire, ceux qui aujourd'hui font le métier sont les leaders. Foncia, Nexity, Citia sont les leaders du marché. Ce sont des groupes sur lesquels il y aurait beaucoup de choses à redire, mais il faut aussi reconnaître que c'est un métier très particulier et qui aujourd'hui, je pense, est au carrefour de son existence parce que beaucoup de gens ne sont plus d'accord de payer ce qu'ils payent. Il faut savoir quand même que moi, j'ai pu voir des copropriétés où on atteignait des sommes de charges de copropriété qui étaient complètement délirants. Hein. Il y a des copropriétés qui peuvent payer jusqu'à 1 200 € le trimestre. C'est un crédit, quoi. Je veux dire, tu donnes de l'argent à tout va, à un syndic, parfois pour des services, comme on a vu là, qui sont plus que douteux. Donc réellement, je ne remets pas en cause les difficultés qu'il y a autour de ce métier, mais c'est un métier qui a énormément de choses à apprendre, énormément de choses à transmettre parce que ça permet de se confronter au groupe et à l'individu d'une façon complètement originale et sous un angle qu'on n'imagine pas. C'est un métier qui est très large, qui couvre largement tous les pôles possibles de l'immobilier et crois-moi, je peux aller comme ça en désordre sur la fin juste pour te raconter, quand j'ai été gestionnaire de syndic, j'ai vu des appartements brûlés, j'ai assisté du coup à tout le processus des appartements brûlés, j'ai vu des affaissements de terrain s'écrouler sur des terrasses de logements et il fallait venir pour faire... Il fallait faire venir les assurances pour gérer, du coup, il y avait une livraison de chantier et quelques temps après, ça s'est écroulé parce que il n'y avait pas de mur de soutènement. Enfin, en tout cas, ils avaient été mal faits et du coup, avec les assurances, on avait dû gérer ça. Les problèmes de fuite d'eau quand il y a des pluies, je t'en parle pas. Le téléphone sonne de tous les côtés. C'est un métier qui couvre l'ensemble, mais alors vraiment la totalité de tout ce que tu peux imaginer qui touche à l'immobilier et qui ne mérite pas malheureusement la mauvaise publicité qu'il a, mais qu'il l'a subi de par la façon dont les groupes gèrent cette activité. Donc, on n'est que dans la 2e partie, il reste une 3e partie qui va être magnifique, magique, j'ai gardé le meilleur pour la fin, donc patiente un peu. Comme d'habitude, laisse-moi un commentaire, des étoiles, là où tu écoutes le podcast, c'est ce qui m'aide le plus. On peut travailler ensemble si tu vas sur immobiliercompagnie.com dans l'onglet formation, sinon tu peux dans l'onglet livres télécharger les 100 premières pages de mon livre et ou recevoir les livres dans ta boîte aux lettres si tu as envie de lire un petit peu. Et moi, je te dis à très bientôt dans le prochain épisode. Salut!